parti. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. En fait, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque c'est un enregistrement qu'on reporte depuis déjà quelques semaines. Comme vous le savez, le calendrier est difficile à tenir en ce moment, mais n'ayez crainte, nous sommes là avec un épisode à l'ancienne, comme dirait l'autre. Nous saluons notre bon vieux Kik qui malheureusement n'a pas pu être présent pour l'enregistrement, mais on l'embrasse très fort et on lui souhaite bonne chance dans toutes ses aventures qu'il vit sans nous. En tout cas, s'ils sont venus aujourd'hui, c'est qu'ils ont à cœur de mettre en avant leur territoire. L'un a été jusqu'à créer une marque de vêtements pour promouvoir notre département. Je cite Paradis lieu, séjour, état délicieux, enchanteur, synonyme Haute-Loire. Il a même été jusqu'à estampiller une bière avec ce slogan de derrière les fagots, on chine avec Tétchine. Vous aurez compris aujourd'hui que nous avons le fondateur de la marque Tétchine avec nous en la personne de Max. Bonjour Max. Salut. Merci. Comment ça va? Bien, et toi, merci de me recevoir. Oh, bah c'est un plaisir. Ça va, écoute. Mais puisque Max a estampillé une bière, il fallait bien quelqu'un pour remplir la bouteille. Un de mes anciens camarades de lycée, encore me direz-vous, croire qu'ils ont tous bien mieux réussi que moi, qui a su allier sa passion et sa profession sur les berges de la Nouvelle-Zélande, noyé sous le houblon. C'est en revenant au pays qu'il a créé sa boisson, sosie officiel de Thomas Dezer. Il peut parler de brassage pendant des heures. Bref, aujourd'hui dans Et puis voilà quoi, celui grâce à qui la bière coule à flot, c'est Flo. Bonjour. Bonjour Flo, comment ça va? Ouais, très bien, toi? Très bien. Écoute, j'ai pas cité le nom de la brasserie, c'est la brasserie Motueka, donc pour les amateurs. On va commencer l'émission avec un jeu qu'on fait en fait à chaque fois. Du coup, je vous disais, un petit jeu qui se fait pas mal en radio, je vais vous donner une info, et c'est un truc un petit peu insolite, il va falloir essayer de découvrir ce qui s'est passé exactement. Par exemple, le 12 août 1901, des Francs-Comtois ont fait une étrange découverte dans la rivière qui coulait en dessous de chez eux. Est-ce que vous sauriez deviner ce qui s'est passé dans cette rivière? Wow, il attaque sec, lui. Ouais, c'est des... Répète la question pour moi. Le 12 août 1901, en Franche-Comté, les gens se sont levés et ont vu la rivière qui avait changé. Ouais. Qu'est-ce qui a pu arriver à cette rivière? Elle était à sec. Non, elle n'était pas à sec, c'est même plutôt l'inverse. C'était de la bière à la place de l'eau? Alors, c'était pas exactement de la bière, mais effectivement, c'était plus de l'eau qui coulait. Du vin? Non. Un alcool un peu plus... Du rhum? Exotique, j'allais dire. Non, plus un alcool qui a été interdit pendant quelques années. Ah, de l'absinthe? Ouais, exactement. Un jour, en se levant, les Francs-Comtois ont découvert que le Doubs était devenu une rivière d'absinthe. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise Pernod, qui a plus tard fait la fusion avec Ricard, donc Pernod Ricard, qui est une grosse entreprise de distribution d'alcool, l'entreprise Pernod avait une usine qui fabriquait de l'absinthe, et il y a un violent orage qui a éclaté, et donc ça a commencé à prendre feu. Et donc l'absinthe étant un alcool entre 50 et 80 degrés, forcément très inflammable. Donc quand il y a eu le départ d'incendie, les patrons n'ont rien trouvé de mieux que de vider toutes les cuves dans la rivière. Ce qui fait que pendant 2 jours... il y a eu de l'absinthe qui coulait à flot dans le Doubs. Ouais. Il y a même des images de soldats qui boivent dans leur casque pour se mettre une énorme cuite au bord du Doubs. Donc voilà, petite information insolite. La deuxième en Normandie, la commune de Villechien. Vous connaissez ? Bien sûr. Ouais, très très connu. Bien évidemment. Ouais, une grande commune de son état. Est-ce que vous savez comment s'appellent les habitants de Villechien? Vous allez dire les Villechiennes, mais... Non, pas du tout. C'est vraiment... c'est un peu mignon. Les chiots? Non. Villechien, saut... Alors là... Je donne ma langue au chien. Comment est-ce qu'on appelle un chien gentiment? Un caniche? Un toutou. Un toutou, effectivement. Ce sont les Toutouvillais et les Toutouvillaises qui habitent à Villechien. Énorme. Ok. Il faut savoir que quand même, normalement, les noms les gentilés, comme on dit, donc c'est le nom des habitants des villes, sont choisis par les habitants des dites villes. Donc ils sont dû se taper un bon trip à Villechien. Il devait venir de Franche-Comté. Ouais, ils ont bu l'eau de la rivière. Écoute, après ils sont normands, tu sais, en Normandie des fois, on sait pas trop ce qui s'y passe.
Une autre info un peu incroyable, c'est un courant philosophique, entre guillemets, en tout cas une théorie qui a couru dans l'année 2022, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui a été créée par Peter McIndoe, qui s'appelle Birds Aren't Real, à savoir les oiseaux n'existent pas. Est-ce que vous savez ce que c'est l'idée de cette théorie-là? C'est une espèce de théorie du complot assez farfelue. Que les oiseaux sont des drones. Exactement. Les oiseaux auraient été décimés par le gouvernement américain et remplacés par des drones pour surveiller les populations. C'est un mouvement qui a trouvé pas mal d'adeptes et qui a duré. Il y a eu des grosses manifestations aux États-Unis, assez étonnant. Ah, ça doit être des bons platistes. Ouais, ça doit être des gars qui réfléchissent. Là, tu sais que c'est des mecs qui se cassent la tête, quoi. Ouais, donc voilà, les théories du complot, nous aurons tous. Norvège, vous connaissez la Norvège? Un petit peu. Il y a de nombreux bateaux qui ont été coulés ou endommagés dans plusieurs ports norvégiens. Est-ce que vous sauriez deviner quelle est l'origine de ces sinistres? Je dirais les saumons. Non, pas les saumons, mais ça reste. On est sur le côté animal. Hein. Moi, j'en ai aucune idée. Côté animal? Ouais, un animal qui serait suffisamment. Par rapport aux requins? Non, pas des requins. Un animal semi-terrestre, semi-aquatique. Je pense que je l'ai. Je t'en Tout ce qui est phoque. C'est un morse, effectivement. Freya, un morse de 700 kilos qui, en fait, son trip, c'est de se foutre sur les bateaux de plaisance. Et du coup, en fait, elle a éclaté plein de bateaux sur les ports norvégiens. Le problème, c'est que la population locale s'est pris d'affection pour l'animal, donc ils ont essayé de créer des petits pontons, des choses comme ça, mais elle refuse de s'y mettre et la population refuse qu'on la chasse, donc du coup ils sont obligés de vivre avec un morse de 700 kilos. Ah oui, donc en fait le truc il met des coups de dents comme ça. Non, mais il saute dessus. Elle saute dessus, elle se pose et du coup vu que c'est des petits bateaux, ils sont à moitié immergés ou alors elle éclate les banquettes ou des trucs comme ça quoi. Donc assez incroyable. Un petit animal de compagnie. Oui, un mignon animal de compagnie. Freya, si tu nous écoutes, continue comme ça. On adore ce genre d'initiative. Vous jouez aux échecs, les gars? Un petit peu. Un petit peu? Pas du tout. Bah non. Il y a eu un tournoi d'échecs féminin à Nairobi il y a quelques semaines. Et une des joueuses a enchaîné les victoires avec un style un petit peu particulier. Est-ce que vous sauriez deviner quelle a été sa particularité à cette personne? Ça, c'est Flo qui va répondre encore. Non, autant je t'aurais dit que la Chine vient d'être champion du monde, mais... Ah ouais, champion du monde d'échecs? Ouais, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est vrai? Ah, j'ai pas suivi les actualités. Et là, je dirais qu'elle joue avec ses pieds. Non. Vraiment... Il faudrait qu'on regarde le jeu de la dame, là. Elle portait un hijab, si ça peut vous aider. Ah, oui. Un style de jeu particulier? Non, mais enfin, elle était particulière. Elle était pas. Elle trichait? Ouais, elle trichait, oui et non. En tout cas, cette personne a été disqualifiée du concours. Avec un hijab, du coup, qu'est-ce qu'elle avait? Un téléphone, un micro, une oreillette. Non, pas du tout. Vraiment, pensez à ce qui peut se cacher, ce que peut cacher un hijab. Une deuxième personne? Non. Une troisième personne? Une 8e personne? Un minibus dans le hijab. Non, tournoi féminin, du coup, c'était... Ouais. Un enfant? Non, mais on se rapproche, c'est que c'était pas une femme. Ah, c'était un homme qui c'était était un homme, hijab, effectivement, qui s'était déguisé et qui a essayé de rafler donc le prix de quelques milliers d'euros, comme ça. Okay. Il avait aucune chance au niveau du tournoi masculin. Donc. Et comment ils l'ont découvert? Parce que en fait, elle faisait 2 mètres, elle avait des épaules de 80 cm de large, et quand elle toussait, elle avait une voix d'homme. Une grosse barbe. Voilà. Donc au bout d'un moment, ils lui ont demandé d'enlever son hijab, et effectivement, ils se sont rendus compte que c'était un homme. On va recentrer un petit peu sur l'Auvergne. Vous avez entendu parler du phénomène un peu étrange qu'il y a eu dans le ciel il y a 2 semaines à peu près, une semaine? Ah oui, on est très au courant, nous, de tout ce qui se passe chez nous, bien sûr. Et oui. Ouais, qu'est-ce qui, d'après vous, a pu être observé dans le ciel Par rapport aux nuages? Non, pas par rapport aux nuages. Qu'est-ce que c'était? Je crois que j'en ai entendu parler en plus. Alors là, ça me dit rien. On parle pas du triangle légendaire de nos montagnes? Le triangle des Cévennes? Ouais. Non, pas du tout. C'est quelque chose qu'on peut voir que la nuit.
Des étoiles filantes, des aurores boréales. Une aurore boréale, Oh. exactement. Une aurore boréale qui a eu lieu, enfin qui a pu être observée depuis le Puy-de-Dôme notamment, qui a fait son apparition suite à une tempête géomagnétique excessivement sévère, couplée à une éruption solaire. Donc un truc qui normalement... Unique. Ouais, les probabilités que ça arrive sont proches de zéro. Mais à savoir que en 2025, durant l'été 2025, il sera possible d'observer des aurores boréales en Auvergne. Donc Voilà, cool. ouais, parce Une qu'il y nouvelle a activité, quoi. ouais, en gros, il y a une histoire d'alignement du soleil et tout machin, et du coup, ça pourra permettre, si on a de la chance, d'en voir une ou deux. Ce serait pas un coup des oiseaux drones? Les oiseaux drones, ouais, mais à mon avis, c'est les oiseaux drones qui, du coup, vu qu'ils chient pas, lancent des particules électromagnétiques, Ouais. qui, en fait, par réverbérescence, créent des aurores boréales. Ça me paraît beaucoup plus logique. À mon avis, c'est ça. Ouais. Je vois pas comment c'est possible autrement, parce que la nature ne peut pas faire ça. Voilà, donc les petites infos un petit peu insolites de ce qui s'est passé dans le monde récemment et moins récemment. Je vous ai préparé un petit jeu. Vous aimez bien le cinéma ou pas? Tout à fait. Ouais. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Mais... Ouais. Bon, mais c'est j'ai pris un peu des c'est un jeu très simple, hein, le québécois en fait, ça s'appelle. Donc, c'est-à-dire que j'ai pris les titres québécois des films et il va falloir trouver à quoi ça correspond. Ok. Par exemple, Tu es Bill. Kill Bill. Voilà. Yes. C'est exactement ça. Le but du jeu, on compte pas les points, c'est juste pour essayer de. Si, on compte les points. On compte les points. Pour une Y a fois que je peux match. répondre avant lui. Très bien, très bien. Rapide et dangereux. Fast and Furious. Ouais, Fast and Furious. Ok, très bien. Ça va y aller très très fort. Il est bon, il est bon. Ouais, il est chaud, il est chaud. Enchaîne. Les bagnoles. Les bagnoles. Cars. Cars, Oh, exactement. bien vu. Cars. Folie de graduation. Ouh, c'est un vieux film. Ouais, c'est un film que t'as vu adolescent, je pense. Ouais. Si. Bon sang. Folie de graduation. Ça n'aide pas du tout. Tu peux répéter autant de fois que tu veux. Ça en plus, n'a j'ai aucun rapport avec le. Folie de graduation. Si, c'est. Ah, punaise. Je le laisse, Max. Ouais, mais c'est un film mythique en plus. Ouais, c'est vraiment un film culte. Il y a pas mal de violence dedans. Non, c'est pas de la violence. C'est pas... C'est, je sais pas, par exemple, si je vous dis la maman de Stifler. Non, ça vous aide pas? Elle est dans ce film. Folie de graduation, c'est. Ouais, Je l'aurais sais pas. American Pie. Ok. Ah, mais je pensais pas du tout à ça. Mais d'accord. American Pie, ouais, folie de graduation, en fait, Ah oui, d'accord. la graduation, c'est le moment où les mecs quittent le lycée. Ah, mais oui. Voilà. Ok. Donc, du coup, ils font des folies à ce moment-là, folie de graduation. Je cherchais plus sur la température dans la graduation, ce qui était pas du Et tout. ouais, ça aide pas du tout, graduation, finalement. Tiens, celui-là n'est pas facile non plus. L'inconnu de Las Vegas. Bien connu. L'inconnu de Las Vegas, donc. Ah, est-ce que ça serait pas un very bad trip? Non, mais ça se passe à Las Vegas quand même. À Las Vegas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les Ocean. Ouais, Eleven. c'est ça, exactement. Ouais, c'est Ocean Ah, le en même Eleven. temps, celui-là. Ouais, c'était ça, l'inconnu de Las Vegas. Traduction littérale, film de peur. De quoi? Film de peur. Le nom du film, c'est ça, film de peur. D'accord. Scary Movie. Scary Movie. Ah, mais oui, exactement. oui. Exactement, et le Ah oui. et vraiment là, ils se sont pas fait chier pour la traduction. Hein. Le côté bilingue qui revient là. Ouais, c'est ça. Et on sent le globetrotter qui s'exprime. Et le dernier, Vie libre ou crève. D'ailleurs, c'est quoi le film là? Je l'ai plus. Vie libre ou crève. Ce qui n'a pas vraiment de rapport avec ce qui se passe dans le film, Ah, en plus. ça va nous aider. Ouais. C'est pas d'ailleurs quelque chose donc... Ça commence par Die ici. Ouais. Die Hard. Die Hard, exactement. Bon, bah finalement. Ouais. Bien rattrapé. Ouais, Ouais, on dis donc. doit être sur un petit 50-50. Voilà. C'est bon les gars, ça vous a un petit peu familiarisé avec le micro, tout ça, tranquillement? Eh ben, c'est pas mal. Là. Ouais, c'est Parfait, le bon. mic. Vous êtes chaud? Est-ce qu'on peut passer du coup à votre petite interview, que vous nous racontiez un petit peu qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, comment c'est que ça se fait que vous soyez là? Pas de problème. On y va? Let's go.
Alors du coup, vous êtes qui ? Tiens, ça c'est là. Vas-y, je t'en prie. Du coup, moi, c'est Florent Gillot. Ouais. Je suis le créateur de la brasserie Motueka. D'accord. Un bon volave aussi de naissance. Yes. Un vrai type du terroir, comme on dit. Mmh. Et voilà, petit brasseur local qui a fait grandir son amour de la bière. Ok. Et qui maintenant se développe de plus en plus et reste toujours dans du local. Ouais, vraiment sur la Haute-Loire axé là-dessus, quoi. D'accord. Avec des houblons locaux ? Alors ouais, il y a 2 gammes de produits sur la brasserie. On a une première gamme 100% locale avec des matières premières qui ont fait moins d'1 heure de route avant d'arriver à la brasserie. Très bien. Un fournisseur de malt qui est à Saint-Germain-Lambron, la malterie des Volcans. Ok. Et un fournisseur de houblon qui est à Arlan, Cour-Cocotte. Ok. J'ai fait un petit check-up à Nélia d'ailleurs. D'accord. Nélia Pellardi, la productrice. Et les 2 sont bio, mais j'ai pas encore fait les démarches pour prendre le label. Faut prendre l'appellation. Exactement. Mais toutes mes matières premières sont bio. Et après, il y a une deuxième gamme où là, je vais plus exprimer la diversité de la bière et les arômes, avec une gamme que je dis plus internationale, où les houblons viennent du monde entier. D'accord. Voilà, mais par contre, il faut savoir que dans du houblon, dans de la bière, on met entre 3 et 5 kilos de bière pour 3 ou 5 kilos de houblon pour 1000 litres de bière. Ce qui fait qu'on a un impact, même si le houblon vient de Nouvelle-Zélande, d'Angleterre, d'États-Unis. Ouais, c'est pas si énorme que ça. Qui reste correct et qui est pas trop aberrant, quoi. Ouais. C'est dur à cultiver le houblon ? Non, pas du tout. Le houblon, D'accord. c'est de la même famille que le cannabis, que le chanvre. D'accord. Donc c'est une plante qui va pousser un peu n'importe où. C'est un peu du chien dent. Ouais, c'est un peu de la mauvaise herbe. Voilà, un peu de la mauvaise herbe. Et il faut juste de l'eau, de l'humidité et des rayons du soleil pour se développer. Et c'est une des plantes qui pousse le plus vite au monde. Ah oui, effectivement, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont utilisé pour faire la bière justement à l'origine, parce que c'était pratique et du coup, ils devaient en trouver. On en trouve partout. Suffisamment. Et c'est le côté aussi bactériostatique, le côté aussi aseptisant du houblon qui est là pour préserver et donner des arômes. Ok, très bien, super. Max? Eh ben, je me retrouve beaucoup dans Flo finalement, parce que... Alors ça, après, ça, j'ai envie de dire, ça vous regarde. Oui, mais... Qu'est-ce que vous faites de vos soirées? On est intime. Pas forcément nos auditeurs. Mais bon, non, ça c'est... je suis né au Puy, donc moi c'est Max, parce que je vais répondre d'abord à la question qui suis-je. Je suis Max. Je suis né au Puy, j'ai fait mes études au Puy, je vis au Puy, enfin pas au Puy même. Mais en tout cas sur le bassin du Velay. Sur le bassin du Velay, voilà. Et puis je resterai par ici parce que je suis un amoureux aussi du terroir. Et en plus, il y a de plus en plus de choses qui se passent par chez nous, donc ça devient super. Donc voilà, moi j'ai créé la marque de vêtements Tetchin il y a 3 ans. Ok. 3 ans et demi maintenant. Force d'un constat aussi très simple, c'est qu'on a un super terroir et pour l'instant on n'avait pas grand chose pour revendiquer, on va dire, l'amour de ce terroir. Et donc la marque Tetchin, c'est essentiellement des fringues, voilà, à l'image du 43, à l'image du Velay. Des accessoires, des casquettes, des bonnets, des choses comme ça. Et puis la Tetchin blonde en collaboration avec Flo. D'accord, très bien. Voilà. Super. Le nom de votre... j'ai écrit le nom de votre truc, mais c'est peut-être pas hyper valorisant. Mais en tout cas, le nom, comment vous les avez choisis? Alors, toi, je sais, Flo, que tu as l'habitude de répondre à cette question parce qu'elle doit être posée, à mon avis, 752 000 fois. Mais n'empêche que quand j'ai dit que je te recevais, plein de gens m'ont dit « Ah bah, tu lui demanderas pourquoi ça s'appelle comme ça. » Donc voilà. Et toi, Max, j'ai une petite idée parce que, comme vous, j'ai grandi par ici et que le terme Tetchin ne m'est pas complètement inconnu. Mais allez-y, je vous laisse développer là-dessus. Et du coup, Motueka, c'est une ville et un houblon de Nouvelle-Zélande. C'est une ville qui se trouve au nord de l'île du Sud. Il y a 2 îles en Nouvelle-Zélande. Donc, au nord de l'île du Sud, même moi ça m'a fait mal à la tête. Exactement. Il a bu dans la rivière. Et du coup, on est dans la région qui s'appelle la Belle Tasman, qui est une super belle région. Et donc, il y a du houblon Motueka qui pousse dans la ville, enfin à côté de la ville Motueka, qui est une toute petite bourgade de quelques milliers d'habitants. Voilà, très sympa. Et en fait, c'est un clin d'œil à mon voyage de plusieurs mois en Nouvelle-Zélande avant de lancer mon projet lors de mon retour en France. Donc voilà, c'est un gros clin d'œil à ce voyage et à ce changement de cap professionnel. D'accord. En fait, les houblons, ça change vraiment de goût selon celui que tu prends. Tout à fait. C'est ça.
Ouais. Et du coup, là, celui de Motueka, il a quand même une saveur un peu particulière ou c'est un truc qui est beaucoup utilisé, je me rends pas compte du tout. Non, le Motueka est pas un houblon très très utilisé. Moi, je l'utilise dans 2 bières différentes. Mais celui-ci va avoir des arômes un peu plus de cassis, on va dire, qui vont ressortir. Mais chaque houblon, on va comparer ça au cépage dans les vignes. D'accord, ok. Qui parleront plus à monsieur tout le monde, entre guillemets. Ouais. Et du coup, en fait, chaque houblon a sa propre variété, a ses propres arômes. Et pareil, en fonction du terroir où il évolue, et d'une année à l'autre, il donnera pas les mêmes goûts. D'accord. On peut très bien avoir des houblons qui ont un goût citronné, d'autres un goût de cassis, comme d'autres un goût de herbacé ou de pain. De pain, je parle des arbres. Oui. Ou même de pain, de biscuits, ça va vraiment dépendre. De levure ou quoi, des choses comme ça. Voilà, il y a vraiment tous les houblons sont différents et ont des arômes différents. Okay. Et des profils aussi d'utilisation différents. D'accord. Max, du coup, toi, Tetchin, qu'est-ce que ça veut dire, Tetchin? Si ça te parle, c'est qu'on a dû te le dire étant petit aussi. Donc, ça veut dire qu'il y a du caractère derrière aussi. Avant, Tetchin, voilà, ça parle beaucoup au velave. Plus qu'aux altiligériens en règle générale, parce que c'est vraiment centré si on va sur Brioude par exemple, c'est quelque chose qu'ils connaissent un petit peu moins en fait. D'accord. Mais nous ici dans le Velay, on le connaît bien parce qu'effectivement, clin d'œil un peu au grand-père et à ses anciens. Et sacré Tetchin, toi t'es un cas, toi t'es un sot, un maladroit, un étourdi, un peu testou, un peu tout ça. Un nigo, une tête de mule, ça regroupait beaucoup de choses. D'accord. Et je trouve que ça représentait plutôt bien, on va dire, l'image du gars d'ici, en fait. C'est vraiment aussi ce clin d'œil à l'ancien, parce que il faut se souvenir du patois, il faut se souvenir de tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, il faut pas se prendre trop au sérieux non plus. C'est un côté déconneur. Yes. Et puis voilà, quoi. Très bien. Tu parles un peu patois, toi? Alors, j'ai quelques expressions comme tout le monde, et puis parfois je peux comprendre un tout petit peu quand les anciens me parlent, mais non, j'irai pas jusqu'à dire que je parle patois, mon petit haut. Il y a une troupe de théâtre là, à Saint-Germain, qui s'appelle les Tréteaux de Pénastre, qui eux font des pièces, soit complètement en patois, soit à moitié patois, à moitié français. C'est étonnamment facilement compréhensible. Parce qu'on pourrait se dire, tu vas avoir une pièce en patois, tu vas rien biter, et en fait, si. Et c'est vachement bien. Moi, j'ai bossé en périscolaire, et justement, ces mecs-là intervenaient pour apprendre le patois aux gamins. J'avais trouvé ça hyper intéressant. En fait, cette idée de vouloir faire revivre cette langue qui finalement disparaît petit à petit. Enfin, sur notre génération, plus grand monde qui la parle. Les Bretons ont réussi, eux, par exemple, à garder un petit peu leur langue, mais c'est vrai que nous, on est en train d'un petit peu la perdre, et c'est dommage. Donc, c'est quand même saluable d'essayer de la remettre un petit peu en avant. Moi, je bossais en foyer, et ça m'arrivait de dire aux gamins Tetchin, tu vois, parce que des fois ils me gonflaient un petit peu, et en fait ils croyaient que je leur disais tétine. Et un jour il y en a qui me disent, mais pourquoi tu me traites de tétine? Je dis, mais je te traite pas de tétine, mais c'est quand même pas possible, quoi. Et voilà, ça m'a fait sourire effectivement quand j'ai vu le nom là qu'on en parle. Ça m'a rappelé cette petite anecdote. Le but il est là aussi en fait, si tu veux, c'est que quand on parle de patois, tout de suite on a l'image de cet ancien temps, de ce côté un peu paysan, etc. Alors que c'est un parler, c'est un parler français, c'est de l'occitan, il y a rien à voir avec ça, même si c'était beaucoup utilisé dans les campagnes. Et le but de Tetchin aussi, c'est de le mettre un petit peu au goût du jour et de rajeunir un petit peu cette image du patois qu'on peut avoir. Dépoussiérer un petit peu. Le dépoussiérer en proposant quelque chose qui est d'un peu plus moderne en fait. D'accord. Qui peut balayer un petit peu ses préjugés, et voilà, cette image un petit peu paysanne, quoi. Très bien. C'est quoi l'idée, le truc en plus, l'essence un petit peu de l'entreprise que vous avez créée, ce qui fait que ça se... Je sais pas toi Flo, comment ça se fait que ta brasserie elle se démarque un petit peu des autres qu'on peut voir autour, et toi comment ça se fait que... Tu l'as un peu expliqué Max, mais si tu veux revenir un petit peu dessus, qu'est-ce qui fait que vos entreprises elles sont pas exactement comme les autres dans la philosophie qui les anime? Je dirais que déjà je suis un grand amoureux de la bière, vraiment c'est un produit que j'affectionne particulièrement, et je vais pas être sur de la bière totalement lambda, de la bière traditionnelle. J'ai des bières qui sortent un petit peu du lot par leurs arômes et leurs goûts. On reste sur des bières qui ont une petite différence, mais qui sont typées mais pas trop. Donc en fait je me positionne entre deux mondes, entre la bière de Monsieur Tout le Monde
et entre ce qu'on appelle la bière de geek, où là on va être sur des bières très spécialisées. La bière de geek ? Ouais, on appelle ça les bières de geek, ouais. C'est le monde des vraiment spécialisés qu'on trouve dans les grosses caves à bière. C'est le monde on appelle ça des bières geeks. D'accord. Voilà, des extrémistes de la bière, où on trouve des trucs complètement déjantés. Et du coup, je vais me placer entre les deux, et ce qui fait que je conviens aussi à pas mal de monde. On va aimer certaines bières, d'autres plus, d'autres moins. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Et il y a ce côté-là aussi où je bosse vraiment en local et sur le terroir. Vraiment en restant, je vois pas l'intérêt d'aller vendre en dehors du département. Je vois un tout petit peu en régional, mais j'irai pas plus loin. Je vois pas l'intérêt de faire des kilomètres pour rien. Et après, il y a aussi ce côté où, en étant originaire du Puy, j'ai un gros réseau. On a été, par exemple, on se retrouve ici parce qu'on était au lycée ensemble. Voilà, c'est un réseau qui fait que les gens goûtent aux produits, adhèrent complètement à l'idéologie de la brasserie, à ce côté ultra local. Moi, mon slogan, c'est brasserie humaine. La brasserie Motueka, c'est avant tout une brasserie humaine, parce que on fait pas ça pour le salaire, même si voilà, il faut un salaire pour vivre. Mais je fais vraiment ça pour le métier, la liberté, l'indépendance. Et voilà, j'ai une petite équipe avec moi de 2 personnes maintenant, et c'est aussi faire développer, réussir à salarier des gens, faire partager ma passion et que tout le monde s'y retrouve. En fait, c'est vraiment trouver un équilibre dans tout ça. Ok, le bar aussi au milieu de la brasserie. Exactement. Vraiment, c'est assez étonnant. Enfin, moi, j'ai jamais, je sais pas, Max, t'as déjà vu ça ailleurs, toi ? Personnellement, non. Vraiment, c'est vrai qu'il a développé un truc. Tu vois, comme ça, là, c'est-à-dire que quand on dit au milieu de la brasserie, moi, je vous conseille d'y aller. C'est-à-dire que vous buvez votre bière entre 2 cuves, quoi. J'exagère à peine, quoi. Ouais, je dirais même, c'est ça, c'est entre 2 cuves, entre 2 fûts. On avait un bar, du coup, vraiment, mon projet, c'était de monter un bar au sein de la brasserie même. Il n'y a aucune séparation entre la brasserie et le bar. Même par manque de place, les tables du bar ont été remplacées par des fûts. La plupart sont pleins, d'ailleurs. On manque un peu d'espace, mais vraiment, si vous venez boire un coup, louer une tireuse, récupérer un fût, des bouteilles, ça, c'est surtout les fins de semaine, les jeudis et vendredis. Vous serez vraiment en train, vous dégustez une bière ou boire un verre avec des amis, vous serez vraiment au cœur de la brasserie. Et c'est vrai que c'est pour moi en fait un partage de faire ça de cette manière-là. C'est-à-dire que si quelqu'un me dit est-ce que je peux aller voir, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il y a personne qu'on a le temps, on va faire un petit tour de 2 minutes juste pour montrer les machines, pour montrer comment ça se fabrique. J'ai même fait pas mal de dégustations, d'ateliers de déguste ou de groupes qui viennent aussi, qui font une soirée en semaine à la brasserie avec petit plateau de charcuts de fromage, passer une bonne soirée et découvrir en fait ce monde brassicole. Ok, trop bien. Toi, Max, du coup, le truc en plus de Tetchin, c'est quoi la vraie philosophie qu'il y a derrière, même si tu as déjà un peu expliqué. Toi, t'es sur du local au niveau des matériaux que tu utilises. Alors, il y a une partie artisanale locale. Tout n'est pas fait ici, malheureusement. De toute façon, l'industrie du textile en Haute-Loire, voilà, c'est encore un peu compliqué. En fait, moi, je veux être vraiment transparent. À l'heure d'aujourd'hui, le textile, les gens cherchent de la qualité, ils cherchent quand même de l'éthique, ils cherchent le prix, et ils cherchent le confort. Moi, j'ai essayé de prendre en compte, on va dire, un peu tous ces aspects-là pour créer mes produits. Donc, il y a eu une grosse recherche au niveau de mes partenaires, de mes collaborateurs. Et en fait, mon textile n'est pas français. D'accord. Mais il a beaucoup de labels en fait derrière qui vont nous certifier qu'il n'y aura pas de travail d'enfant, qu'il va y avoir des bonnes conditions de travail des salariés, qu'il n'y a pas de produits chimiques dans la teinture. Par exemple aussi, il y a de la surcouture de partout, il y a il y a de la bonne épaisseur, il y a même le label PETA Vegan qui nous certifie que il n'y a pas de test sur les animaux, les choses comme ça. Donc ça c'est le textile, et puis après la transformation elle est française donc et alti-ligérienne, où je vais avoir des prestataires locaux qui vont travailler sur la transformation du produit, donc sur les broderies, sur les impressions numériques, sur les étiquettes, des choses comme ça. Moi ce que j'aime bien c'est le petit clin d'œil que je fais à chaque fois, la couture des étiquettes, des écussons, c'est Christiane Petit, ma petite couturière à Saint-Julien-Chapteuil qui fait tout à la main, un par un, donc c'est ce côté un petit peu artisanal que je veux amener. C'est important de le mettre en avant. Et du coup tout ça, ce mix nous permet d'avoir un produit de qualité à un prix raisonné. C'est-à-dire que par rapport à un t-shirt français qu'on pourrait payer 50 €, là on est sur du 34,90 €, mais ça nous permet d'avoir quand même une très belle qualité en fait. D'accord. De toute façon, je trouve que tu as bien résumé le truc, c'est que aujourd'hui les gens, enfin moi aussi j'ai regardé un petit peu pour créer pas forcément pour le podcast, mais pour d'autres projets que j'ai. Quand tu veux créer du textile, effectivement, comme tu dis, tu veux du solide, du confort, de l'éthique, du pas cher. Enfin c'est quand même
c'est épineux en fait. C'est qu'il y a des charges compliquées. Ouais. Ah ouais. C'est ça. Et puis surtout si tu veux faire quelque chose de qualitatif derrière et qui reste un petit peu après, effectivement, quand c'est juste pour faire quelques t-shirts à droite à gauche, t'es peut-être un petit peu moins emmerdé, mais quand l'image de la marque elle est vraiment sur la création textile, voilà. c'est Et quelque puis chose de difficile. l'idée de Tetchin, c'est de rassembler, on va dire un petit peu les altiligériens sous un même drapeau. Donc c'est de toucher aussi le plus de monde possible. Et qui dit toucher le plus de monde possible, on parle d'accessibilité. Ben, c'est aussi au niveau du portefeuille. Ouais, bien sûr. Donc hors de question de faire des t-shirts merdiques pour dire ce qui est, parce que moi je veux pas qu'il y ait de travail d'enfant, ça c'est clair et net par exemple. Mais hors de question aussi de faire quelque chose de trop cher pour que tout le monde puisse y faut avoir accès. Un entre-deux qui est pas évident. Tout à fait. Peut-être qu'un jour on sera vraiment sur de la production 100% française, voire peut-être 100% altiligérienne, mais on avance petit à petit. Bien sûr. Petit à petit. Tu reçois des photos un peu de gens des fois avec des t-shirts Tetchin qui sont, je sais pas, c'est une connerie, Machu Picchu, des trucs comme ça. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça. Ah ouais. Alors j'ai beaucoup de commandes aussi pour des personnes qui sont nées ici, mais qui se sont expatriées, donc soit dans d'autres villes françaises, mais ou dans le monde justement aussi, parce que j'ai envoyé des commandes en Amérique, des choses comme ça. Et effectivement, des fois, je reçois des petites photos où on va avoir le gars avec un t-shirt derrière, il va y avoir le Grand Canyon, derrière il va y avoir la Tour Eiffel, derrière il va y avoir je sais pas moi, le pont de Londres. Enfin voilà, c'est trop cool. Ça arrive et ça fait bien plaisir. Yes, excellent. Et vraiment, j'insiste sur ce qu'il dit, Max. C'est vraiment je pense que vous connaissez pas. Moi, je connais qu'une seule marque pour l'instant qui fait pas travailler les enfants pour faire des t-shirts ou des vêtements. Réellement, je connais pas d'autres marques personnellement où j'ai cette garantie-là d'avoir une production où les enfants travaillent pas. Toi aussi, tu fais des t-shirts, Flo? Du coup, Max m'a fait un t-shirt en partenariat. En fait, on a créé un partenariat initial. C'était sur une bière Tetchin. Donc, au final, j'ai commencé par lui faire une bière. Un partenariat sur la bière, une bière blonde que Max distribue. Et derrière, en fait, moi j'avais besoin un peu de goodies et de t-shirts. Et du coup, je lui ai demandé de me rendre l'appareil. Et du coup, en fait, on a créé des t-shirts Tetchin avec un blason Motueka Tetchin qui est vraiment sympa, qui rappelle la brasserie. Trop bien. Voilà, donc ça a été un échange de partenariat tous les deux qui était vraiment gagnant-gagnant et où on fait en fait bosser le local et des belles valeurs. En fait, Flo, il parle de brasserie humaine. Donc ça on l'entend à travers son discours là justement, et en fait Tetchin c'est ça aussi, c'est pas juste dire j'aime la Haute-Loire et tu veux 43, c'est un état d'esprit en fait, c'est un état d'esprit, c'est ce que je dis, c'est une philosophie, c'est un savoir-vivre et un savoir-être, et du coup c'est là où on se comprend bien tous les deux, et c'est pour ça que notre partenariat il a bien fonctionné, parce qu'on est sur cette même philosophie quoi. D'accord. De se faire ensemble, s'entraider. Et alors tiens, est-ce que dans cette philosophie tu parlais de PETA Vegan qui homologuait les t-shirts, tout ça, donc on parle quand même de bière aussi, donc il y a un côté un peu bon vivant. Tout à fait. Vous êtes carnassier, pas du tout? À fond. À fond, ouais. D'accord. Coupable. Du bon, du local, de l'intelligent. Bien sûr. Bien sûr, mais... Le truc, c'est que quand on aime la Haute-Loire, on aime tous les aspects de la Haute-Loire, et on aime la gastronomie aussi. Et ici, forcément, on a des petits producteurs qui sont terribles, quoi, et qui nous proposent des produits de dingue. Et effectivement, le label PETA Vegan nous garantit, si tu veux, que vraiment on laisse les animaux en dehors de cette histoire, donc il n'y aura pas de maltraitance, etc. Et même le t-shirt par lui-même n'a pas de matière animale en fait, il n'y a pas de cuir ni rien du tout. Voilà, mais c'est vrai que mais après, côte de bœuf. Tu vois, je trouve que c'est une question qu'il faut se poser quand même aujourd'hui. Alors, moi je l'ai pas trop abordé dans le podcast, j'ai pas eu trop l'occasion, mais j'ai profité du fait que vous soyez là pour le faire, parce que moi j'ai été par exemple végétarien pendant plus d'1 an et demi. À pas manger de viande du tout, à saouler mes potes, parce que l'impact écologique de la viande, au-delà de la maltraitance animale, qui est un vrai problème, il y a un vrai problème écologique aussi, parce qu'il faut savoir que pour faire 1 kilo de viande de bœuf, tu claques au moins 1 tonne d'eau, ne serait-ce qu'en nourrissant la bestiole, sans compter tu vois, toutes les céréales, l'acheminement des céréales, tout ça. Aujourd'hui, sur le système de grande distribution qui existe, la viande c'est un réel problème. En tout cas, l'arrêt de la viande peut être une solution pour
pour vachement réduire l'impact écologique des personnes. Mais effectivement, quand tu habites en Haute-Loire, que tu as des gens qui produisent de la viande à 10 km de chez toi, de manière éthique, envers les animaux, quand c'est bien fait, c'est quand même une réflexion où nous, en Haute-Loire, on a la chance du coup de pouvoir manger cette viande-là de manière responsable. Oui. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Mais je pense qu'il faut quand même, encore une fois, diffuser ce message qu'il vaut mieux manger une fois un steak qui vient de chez le boucher, qui a été pris chez un paysan du coin une fois par semaine, plutôt que d'en bouffer 10 charales. Mais moi, je pense que tu as complètement raison. Et le premier effort que chacun doit faire, il se situe sûrement là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter du jour au lendemain de manger de la viande. Non. Chacun fait ce qu'il a à faire et comme il a envie. Ça, c'est clair. Mais peut-être que le premier effort à faire, c'est de se concentrer vers les petits producteurs, vers les bouchers, et ceux qui ne sont pas dans ce système d'élevage intensif, ceux qui prennent soin de leurs animaux. Et déjà, il y aurait une réelle différence. Après, encore une fois, moi je veux culpabiliser personne. Hein. Je veux dire, les gens qui mangent du jambon Herta, ils ont le droit de le faire. C'est pas un problème. Mais il faut se rappeler qu'on a quand même, notamment à Brive, là, vers chez toi, il y a la ferme Ponote qui propose, c'est une coopérative de producteurs de bouffe, quoi, qui propose à des prix qui sont largement équivalents à ce que tu peux trouver en grande distribution, des produits locaux et frais. Et c'est pour ça j'en profite juste pour faire un petit encart là-dessus, parce que ça me paraissait un petit peu raisonné quand même avec cette idée-là d'avoir un patrimoine, un territoire autour de nous qui est magnifique et qui mérite d'être mis en valeur, mais qui aussi mérite d'être protégé. Et que la protection de ce territoire, elle se fait aussi par des impacts de chacun, même si ça paraît ne pas être grand-chose. Voilà. Et je vais rebondir là-dessus, c'est que du coup par exemple une partie de l'orge que j'utilise est fabriquée par mon oncle qui habite à Cotterac. Donc cette année il n'a pas pu m'en faire parce qu'au niveau de la rotation des sols il n'a pas pu me faire de l'orge brassicole. Mais j'ai un projet du coup de faire mon propre orge brassicole à travers un agriculteur. Donc est-ce que ça aura lieu pour l'an prochain, on ne sait pas. Et l'orge brassicole qui est utilisé, qui va être malté par une malterie, je vais l'utiliser et ensuite ça va être un déchet pour moi. Ouais. Et du coup je le valorise en fait, ce déchet, donc c'est de l'orge qui aura été trempé, du malt qui aura été trempé, et je vais le rendre à mon oncle qui va lui derrière le donner à ses animaux. Donc je trouve que c'est un super circuit par exemple, et c'est très intelligent en fait de le faire produire par quelqu'un, de l'utiliser et de le rendre derrière. En fait on crée très très peu de déchets nous en brasserie, et du coup c'est un produit en fait qui revient même à ses animaux derrière. Ouais, et puis surtout que ça c'est du déchet presque compostable, en tout cas c'est probablement aussi, le truc le plus facile à réutiliser. C'est ça, sauf que c'est quand même un aliment à la base. Et pour moi un aliment qui en reste un aliment, déjà on sort pas de la logique, parce que par exemple la méthanisation, si on part dans des délires comme ça, créer de l'aliment pour en faire de l'énergie, donc consommer de l'énergie pour faire de l'aliment pour en faire de l'énergie, c'est un circuit qui est pas très logique. C'est un circuit plus économique actuellement avec les politiques, mais voilà, là on a vraiment une circulation du produit qui est fabriqué à un endroit, qui revient, qui retourne chez lui et qui est consommé par ses animaux. Donc voilà, donc ce côté humain et ce côté local qu'on met en valeur aussi avec Max, c'est vraiment important pour nous tout ça. Local, et je suis content que tu parles d'écologie aussi, parce que tu as complètement raison. À l'heure d'aujourd'hui c'est très important d'en parler, et c'est vrai qu'on n'a pas trop abordé le sujet, mais c'est quelque chose qui me touche personnellement et qui touche Flo aussi, puisqu'on le disait tout à l'heure, hein, lui ses bières pourraient être labellisées bio, donc il fait très attention à ça. Moi de mon côté c'est du 100% coton bio aussi. Les vêtements, quand c'est du polyester recyclé. Donc on porte aussi quand même une grosse attention à l'écologie en général. Ok, très bien. Ouais. Non, c'est important d'en parler, parce que moi je suis toujours étonné que il y a le parti écologiste. Je comprends pas que tous les politiques du monde n'aient pas un encadré. Enfin, tu vois, c'est comme s'il y avait un parti économique et un parti santé, tu vois. C'est un truc qui devrait être complètement au milieu de toutes les préoccupations, et encore une fois je le répète sans vouloir culpabiliser personne, je suis persuadé que chacun à son échelle peut agir. Après chacun fait bien ce qu'il veut et ce qu'il peut, mais c'est important je pense de l'avoir en tête. Si on est sur le petit côté écologique, là j'ai eu mes stats pour l'année dernière au niveau de la consommation d'eau par exemple de la brasserie. Une brasserie en moyenne en France consomme 7 litres d'eau pour faire 1 litre de bière, on parle avec tout le nettoyage, tout. Il faut savoir que Coca-Cola est dans les mêmes stats à peu près, hein. Pour faire 1 litre de Coca-Cola il faut à peu près 6 ou 7 litres d'eau environ, et là nous on est tombé à 5 litres cette année, 5 litres d'eau pour 1 litre de bière, donc je suis plutôt content de ça. Il y a mon équipe qui fait quand même attention globalement, et on essaye de toujours tout réutiliser au maximum. Voilà. Ouais, trop bien.
La flotte qui va être un vrai problème dans les années à venir. De toute façon, il faut y penser. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez? C'est quoi les produits, les services que vous proposez l'un et l'autre? Alors, du coup, des t-shirts en vente, en magasin, soit rue Pansac, donc au magasin Les Petits Poneaux, où il y a toute l'arrière-boutique qui est le showroom Tetchin, soit depuis mon site www.tetchin.com. Donc des t-shirts, des casquettes pour cet été là qui sont en cours de fabrication, qui sont en prépa, voilà. Des suites, un survêt, il y a une veste aussi. Il y a des petits bodys pour enfants. Alors, oui, tout à fait. J'ai regardé. Voilà, quelques modèles pour enfants, et puis des bonnets, des choses comme ça. Voilà. Et puis en termes de service, donc je travaille aussi avec des professionnels. Et j'en profite pour les remercier s'ils m'écoutent aujourd'hui, ceux qui m'ont fait confiance, comme le Lugic Park, comme la Cave L'Entrepôt, ou bien même Motueka à côté de moi, ou l'Hippocrate des Pays d'Oc aussi. Donc ce sont des professionnels qui ont fait appel à moi pour créer des vêtements à l'image de leur entreprise. Parce que ce qu'ils recherchaient aussi, c'était le côté qualitatif, c'était le côté éthique que je défends au travers de la marque, et donc ils m'ont fait confiance et je les remercie. Donc voilà, il y a aussi un travail avec les professionnels et les associations et une Grisor. Il faut aller voir leur manif là en mai. Ils font un petit événement, c'est de l'escalade. Ça a l'air super sympa avec pareil, un petit marché de producteurs. Et bon, j'ai pas encore trop d'infos. On va pas spoiler. Non, voilà. Les gens, juste pour que tout le monde sache bien, mais de toute façon, on le redira plus tard. Mais du coup, Tetchin, ça s'écrit T'-T-C-H-I-N-E. Ouais. C'est ça, je dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Toi, Flo, qu'est-ce que tu proposes à la brasserie en service et en produit? Déjà, je vais commencer par jeter un petit caillou à l'eau à Max. Moi, j'attends avec hâte le Bombers Tetchin. Tu pourras nous sortir un gros Bombers à l'ancienne avec le logo Tetchin. Je suis bien preneur. C'est vrai que la tête de brebis là dans le dos. Dans le dos, elle pourrait être monstrueuse. Ça pourrait être excellent. Ça pourrait être magnifique. Après, voilà, j'imagine qu'un Bomber, ça doit pas être facile à créer et à monter économiquement. Mais voilà, si jamais t'as ça, tu me tiens au jeu. Tu m'en réserves 20 déjà là. Peut-être même 2. Avec celui que je vais abîmer, comme ça j'en aurai un sous blister. Ok. Et du coup, moi les produits, brasseur, qui dit brasserie artisanale, dit bière. Voilà, attention à l'abus d'alcool, bien évidemment. Exactement, ne prenez pas le volant quand vous avez bu, surtout que toi, t'as des comment ça fait tout. Non, attends. La Non de Dieu. Non de Dieu Copetta Fina. La Non de Dieu Copetta Fina. Donc ça, c'est une de mes bières 100% locales, la triple à 8 degrés, qui s'appelle la Non de Dieu Copetta Fina. Donc nom de Dieu, ça pétarade, ça cogne. Ça pétafine. Ça pétafine, voilà. Porte bien son nom, effectivement. C'est une bière bien traître, comme les triples belges, un peu dans ce style-là. Du coup, au niveau des produits, on est sur de la bière. Bière bouteille, 33 centilitres, 75 centilitres. Et du fût aussi, beaucoup de fût maintenant. C'est le cœur de notre activité, le fût. Ouais, mais j'ai fait un anniversaire il n'y a pas plus tard que 2 semaines, justement, où il y avait une tireuse et des fûts. Qui venait de la brasserie Motueka. C'est le petit miel. Exactement. Je vois, tout à fait. Et du coup, beaucoup de fûts. On a une vingtaine de tireuses, pardon. Yes. Donc tireuse à bière ou pompe à bière qu'on peut prêter en fait pour que vous puissiez vous utiliser les fûts. Ouais, quand tu fais un événement, un baptême, un mariage, un anniversaire. Exactement. Maintenant, il y a même des bringues entre potes. Ils sont 15, ils partent un week-end quelque part. C'est des petites tireuses comme des très très grosses, mais les toutes petites font la taille d'un fût. Ouais. Des fûts de 30 litres. Donc vraiment, c'est un très très maniable, très adaptable, ça refroidit très très vite. Après on fait aussi du gros événementiel, on a fait par exemple les Nuits de Saint-Jacques l'an dernier. Ouais. Donc on était présents, là on nous a carrément demandé de monter un bar, donc là vraiment gros événement. Petit salon de l'agriculture aussi. Salon de l'agriculture pour la 2e année aussi, donc très sympa. L'année dernière ça a vraiment été une découverte et cette année on a vraiment trouvé un équilibre au niveau de l'événement. Ça nous a permis de sauver un peu notre hiver parce que l'hiver est quand même assez morose pour les brasseurs en Haute-Loire. Janvier-février c'est pas la période où on a trop d'argent, où il y a très peu d'événements et on boit très peu de bière. Oui, et puis après t'as passé Noël déjà où les gens ils ont dépensé leur pognon, t'arrives c'est une période un peu d'austérité, il fait froid, tu sors pas de chez toi, t'as pas envie de boire de la bière. Pour les bars, pour les restos comme pour Max avec Tetchin, janvier-février c'est les mois compliqués. En règle générale. Et après pour en revenir un peu plus aux produits, et du coup on a de la blonde, de l'ambrée, de la triple à 8 degrés, on va avoir de l'IPA, une rousse IPA, on va avoir une stout. Tiens, est-ce que tu sais d'où ça vient le mot stout?
Stout, le terme exact de stout. Ouais, le terme de stout, d'où est-ce que ça vient? Stout, je confonds toujours avec porter. Il y en a un qui est irlandais et l'autre qui est anglais, si je dis pas de bêtises. C'est un rapport avec porter. Moi, de ce que j'ai lu, en tout cas, après peut-être que je dis une bêtise, mais en gros, c'était les porteurs, c'était les manutentionnaires en fait sur les quais, les trucs comme ça. Ouais. Donc ils portaient des charges lourdes et en fait, ils avaient une bière qui était un peu plus épaisse pour tenir au corps toute la journée, qui s'appelait la porter. Et en fait, au bout d'un moment, les mecs se sont habitués, donc les brasseurs ont dû faire une porter un peu plus puissante et donc c'était la stout porter. Ok. Donc ça veut dire porter costaud quoi. Ok. Et du coup ils ont viré le porter pour garder que le stout. Et voilà, c'était une petite anecdote petit culturelle. instant étymologie de bière. Du coup oui, tu fais de la stout. Ouais, de la stout, donc je disais de l'IPA rousse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite NEIPA aussi, donc c'est une bière type IPA mais encore plus houblonnée et sans amertume. Yes. Après des bières de saison, j'en ai toujours 3-4. Là on a une bière au miel, on a une blonde houblonnée, une ambrée houblonnée. On avait une ale, donc si j'ai aussi ma blonde au seigle, donc bière une ale plutôt. Ça c'est la bière de tête de gondole un petit peu. Exactement, la Ale Tester, c'était ma toute première bière. C'est l'étiquette la moins belle que j'ai faite dans le lot, mais c'est la première. C'est un peu volontaire aussi, et de la garder comme ça, c'est un peu l'histoire. Blonde au seigle, donc il y a beaucoup plus de corps que les blondes tradies. Le seigle va apporter, il y a 20% de seigle, ça va apporter un peu plus de corps, un peu plus de texture et de mâche. Ouais, de toute façon, Motueka, il y a un peu à boire et à manger dans la bière. Hein. Un petit peu, il y a on veut de la texture. Ouais. C'est absolument pas une critique. Hein, tout à fait. Ouais. De là, hein. On veut vraiment de la texture. Le but, c'est pas de faire de la bière limpide, c'est pas de l'eau, quoi, c'est de la bière. Donc voilà, et après, sous plusieurs formats différents, et vraiment, on accentue, nous, la partie location de tireuse, c'est vraiment un gros cœur d'activité pour nous. Associations, particuliers, n'hésitez pas à nous contacter. On a déjà des week-ends qui sont bien bookés. Ouais. Voilà, le dernier week-end de mai, là, ça commence à être très costaud. Ouais, putain, d'accord. Donc, ça va vite, quoi. Voilà, exactement. Mais voilà, n'hésitez pas à venir réserver le plus tôt possible pour être sûr qu'on puisse au moins avoir le matériel. Au niveau des fûts, on s'inquiète pas trop, mais c'est surtout le matériel, les tireuses. Ouais. Ok, très bien. C'est quoi les projets d'avenir pour vos boîtes ? Max, tu parles un peu toi des casquettes, des choses comme ça qui vont arriver. Bien sûr, moi plus la communauté va me faire confiance, plus j'arrive à toucher tu vas essayer de faire des choses. Ouais. Plus je vais essayer de faire des choses. On parle de bombers, on parle de pourquoi pas même. On me disait des petites casquettes comme Papy, un peu des espèces de casquettes plates. Exactement. Voilà. Alors, pourquoi pas. Bon, c'est compliqué parce que là il faut trouver les fabricants avec qui travailler, etc. Mais justement si tout se développe comme il faut, c'est des terrains sur lesquels je veux essayer d'aller en fait. Hein. Donc développer la marque, développer sa notoriété et aller toujours un peu plus loin, quoi. Voilà, bien sûr. T'as des réseaux sociaux, des choses comme ça de la marque, sur Instagram, Facebook, j'imagine. Alors Instagram, on peut trouver. J'avoue Instagram, je suis pas très actif. Facebook un petit peu plus. D'accord. J'essaye aussi de temps en temps, de faire une ou deux vidéos pour expliquer un peu ce qui se passe, où est-ce que j'en suis, etc. Vous pouvez retrouver même sur Facebook et sur YouTube un petit tour en Haute-Loire, donc qui est un épisode, enfin c'est sur 3 épisodes en fait, hein, donc ça a été une vidéo qui a été faite avec un monteur professionnel, Dylan Gir. Qui fait du super boulot. On s'est promené en Haute-Loire, on a vu du pays, on a rencontré des gens. Donc on parlait de philosophie tout à l'heure. Quand on regarde la vidéo, en fait, on a compris ce que c'était la philosophie Tetchin, hein, tout simplement. D'accord. Donc j'essaye d'être un petit peu réactif sur les réseaux. Et puis voilà quoi. Non, mais ça c'est super. Moi je rencontre de plus en plus de personnes qui connaissent la marque, qui la portent. Je me promène dans la rue, je vois des t-shirts, donc je me dis c'est bon, on est sur. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est parti pour aller un peu plus loin, donc que ça continue quoi. Ok. Il n'y avait pas un projet avec le puits ou des choses comme ça, qui est toujours en cours? Alors on peut couper, hein, Max, si tu veux au montage. Hein. Ah oui, d'accord. Je pourrais couper si tu veux. Non, ok, coupe. non, mais que ça te mette confidentiel. Ça te mette pas en panique. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux pas le dire? Est-ce que j'ai le droit d'en parler ou pas? D'accord. Non, mais j'ai aucun tabou de rien et je cache rien du tout. Comme je te dis, moi je veux être très transparent. Je suis pas là pour raconter des histoires. Non, il y a le puits aussi, effectivement, le service attractivité et tourisme.
avec qui j'ai travaillé déjà l'année dernière. On a fait un t-shirt ensemble, donc j'ai eu leur soutien. C'est l'esprit du Velay où on retrouve Notre-Dame, la Vierge avec le bras tendu en l'air, un peu sur la position de la statue de Notre-Dame, donc avec ce côté un petit peu libre, indépendant, voilà, donc c'est des petits clins d'œil. Et c'est vrai que cette année, je suis sur un t-shirt aussi qui représentera, on va dire, le Velay dans sa globalité. Cool. Et je devrais avoir leur soutien à nouveau parce que ils sont complètement. Ils sont chauds. Ah, ils sont avec moi, carrément. Trop bien. Ouais. C'est excellent comment dire l'engouement. Non, c'est de la folie. C'est les gens qui travaillent l'administration, le conseil général, tous ces gens-là, relais attractivité, machin, tout ça. Oui. L'impulsion qu'ils ont pris depuis quelques années là-dessus. Et c'est vraiment chouette. Enfin, moi, je trouve qu'il faut quand même saluer ce truc-là parce qu'ils essayent de faire des trucs. Alors, tout n'est pas toujours hyper bien fait, tous les projets sont pas toujours hyper bien choisis. En même temps, il y a que les mecs qui font rien qui font pas d'erreur. Donc on s'en fout. Mais moi, je trouve qu'il faut aussi saluer le fait qu'ils essayent, en tout cas, de faire des choses et de favoriser. Et ils soutiennent tout ça. Ouais. Et ils soutiennent aussi justement. Donc ça, c'est vachement bien. Ouais. Mayotte Loire, en Velay, l'Office du tourisme. C'est ça. C'est mais même le CG de manière générale a vraiment pris cette direction. J'ai l'impression depuis quelques temps, ce qui est grave cool. Donc bravo à eux. Toi, Flo, c'est quoi les projets d'avenir pour la brasserie ? Projet d'avenir, projet en cours depuis déjà 2 ans, c'est trouver un nouveau local. Ouais, c'est trop. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est trop petit ? C'est beaucoup trop petit. Ouais. Là, j'ai 230 mètres carrés, il m'en faut 500 à peu près. Il y avait un super local au marché couvert au Puy là. Tout à fait. Coupé. un très beau projet qui s'est transformé en un projet un peu moins beau et un peu plus avec un nuage au-dessus de la tête, on va dire. Voilà, mais cela ne nous regarde pas. Voilà. L'investigation ira au bout des choses. Voilà. Le mensonge prend l'ascenseur et la vérité l'escalier. C'est dommage. Enfin, on verra où mène tout ce projet-là, mais qui a ouvert. Mais voilà, après, c'est pareil que le lieu est très beau. Ouais. J'ai pas encore mis les pieds, mais voilà, il y a eu quelques échos un peu sur le concept qui est peut-être pas parfait encore à améliorer. On verra. Je leur laisse leur chance. Oui. Mais toi, du coup, tu cherches un local plus grand. Ouais, tout à fait. Là, j'ai 230 mètres carrés, il m'en faut 500 pour 2 raisons. Parce que déjà, j'ai une capacité de stockage qui est trop faible, qui est très très limitée. Le bâtiment est très mal isolé. Du coup, l'été, c'est compliqué pour nous au niveau de la brasserie. Il fait trop chaud. Il fait beaucoup trop chaud. Ouais. Et pour la conservation des produits, c'est pas terrible. Donc, il faut jongler un peu. Et aussi pour donner un espace bar dégustation beaucoup plus intéressant, d'une 100aine de mètres carrés, quelques petits concerts avec ce projet-là en fait de brew pub, donc vraiment de bar dans la brasserie où on peut venir vraiment boire un coup qui est beaucoup plus accueillant que ce qu'on a actuellement. Garder ce concept interne à la brasserie, donc tout est ensemble, mais voilà, développer cette vente directe encore plus. Après, il faut dire que le concept de bar dans la brasserie, tu l'as créé au moment où tu as ouvert, donc au moment où il y avait quand même assez peu de thunes à injecter dedans, où tu as dû faire de la récup. Exactement. Moi, je me rappelle au début du projet, c'était ça, quoi. Il a fallu faire un petit peu avec de la récup, avec les matériaux qui traînaient. C'est vrai que peut-être aujourd'hui, tu as des ambitions qui sont un peu plus esthétique. Tout à fait. Là, c'est très très brut actuellement. Je veux garder ce côté usine brute. Ça fait son charme aussi. Mais quand même un peu plus. Là, on est vraiment sur du pur brut. On va essayer de faire du brut joli, on va dire. Peut-être rien que. Tu sais, arrondir un peu les angles du bar, histoire de... Voilà, arrondir les angles du bar. Voilà, des petits trucs comme ça. Tout simplement, repeindre les toilettes, des choses toutes basiques, remplacer les planches de bois qui cachent les fenêtres, voilà, des trucs très basiques, mais en fait, là, je suis en location, et du coup, je vais pas mettre de billes là-dedans. Bah, bien sûr. Et je réserve ça pour le jour où je trouverai un local, ce qui est très, très compliqué, parce que je vais rester sur le bassin du Puy, et il y a très peu de biens, ou alors des biens qui partent à des prix exorbitants. Si on prend le Côte de Tire-Bœuf, la dernière création d'un bâtiment détruit qui a été remplacé par un fast-food de grande marque. On parle de quelques millions d'euros. Burger King et un Burger King virement, puisqu'on vous a cité, n'hésitez pas à nous donner de l'argent. Et voilà, et qui a détruit un bâtiment pour en faire un truc. On parle de projet à 3, 4, 5 millions d'euros. Enfin voilà, moi je suis pas là-dessus, c'est pas possible. Donc c'est très compliqué face à ça de garder un emplacement correct. Surtout que j'ai une partie production du coup où je peux pas payer le loyer ou d'un magasin de vente super bien placé, quoi. Il y a 80% de mon local, c'est de la production. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Je cherche. J'ai quelques mairies sur le coup. J'en parle beaucoup. Voilà. Donc si vous écoutez, que vous avez 500 mètres carrés sous la poche, appelez-moi. L'appel est lancé. Exactement. L'appel est lancé. Très bien.
Où est-ce qu'on peut trouver vos produits du coup? Ça on l'a un petit peu dit, mais on va refaire. Donc toi la brasserie elle est à Brive, en face de la Maison pour tous, juste derrière la ludothèque. Exactement. Ouais, il faut pas hésiter en fait à y aller parce que je me dis, enfin moi je te connais donc je suis déjà venu plusieurs fois. Nombreuses fois même, mais c'est vrai que de prime abord des fois peut-être qu'il y a des gens qui reculent un petit peu à l'idée d'y aller du fait qu'il y ait des fûts un petit peu empilés devant, on est un peu caché, il y a un peu de bordel devant, mais faut pas hésiter à y aller à rentrer. Tout à fait, on est ouvert nous le jeudi de 17h à 20h et plus s'il y a du monde. De toute façon on a la licence 4 donc on fait bar jusqu'à 1h du matin si besoin, et le vendredi de midi à 20h. On a fait le choix de pas être ouvert le week-end, j'ai essayé, ça marchait pas, et en fait parce que le week-end on est sur des événements, des foires, des festivals, des salons, et oui. Et du coup on peut pas se dédoubler. Et puis de toute façon alors moi j'imagine, je fais une analyse un petit peu commerciale de tout ça. L'emplacement du coup est absolument pas attractif pour des gens qui veulent passer l'après-midi à boire des bières quoi. Non, c'est pas En fait la première activité c'est la location de tireuses en direct, la vente magasin donc caviste on va dire, et ensuite le bar parce que quitte à être là autant pouvoir boire un coup ensemble. Donc voilà, par contre le jour où j'ai un nouveau local, vraiment mettre le bar au cœur de l'activité. Yes. Et après, pour retrouver nos produits, il y a quelques bars au Puy avec qui je bosse. Ok. Le Garage 4, on salue. Moi, le Garage 4, récemment, qui a 3 becs, donc 3 pressions Motueka. Je conseille vraiment cet endroit. Ouais. On a le Shamrock au Puy, où ils ont aussi une pression, une bière que je leur fabrique rien que pour eux. D'accord. La Cham. Oh, ils ont de la chance. Voilà, ils ont leur bière à eux. Concurrent. On a aussi à la pression le restaurant Le Nomade en bas de la cathédrale, qui est aussi une pression nomade. Voilà. Après les bars, c'est plus de la bouteille. Il y a quelques restaurants de grands noms avec qui je bosse. Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. Je bossais avec qui vient de retrouver son bib Place Cadelade, l'émotion. D'accord. L'émotion, les flâneurs au Puy, voilà, il y a quelques restos plutôt sympas. Et après quasiment tous les cavistes du bassin Pono. Marcon, Chèvrerie, l'entrepôt qui est juste à côté de chez moi aussi, à Brive. Sûr. Les petits poneaux aussi, avec qui je bosse. Voilà, on fait pas de grande distribution, mais on fait un peu d'épicerie fine. On a fait le choix de pas être en grande distribution. Voilà, donc et beaucoup de particuliers en direct. C'est trouvable à droite et à gauche de toute façon. En essayant de chercher un petit peu, c'est pas très compliqué. Il y a un site internet. Il y a un site internet qui est assez complet et avec une petite carte où on peut retrouver aussi une partie des producteurs avec qui on bosse. Qui cette carte marche de temps en temps, mais pas tout le temps. Ok, toi Max, du coup on peut retrouver les produits Tétine sur internet, tu disais sur internet et donc au showroom chez les petits poneaux, donc rue Pansac, en face de Devred. Exactement, en face de Devred, c'est en face de la cave Marcon. Je trouve que ça marche bien en face de Devred, effectivement, tout le monde identifie très bien l'endroit. Marcon, Devred, tu dis c'est bon, je sais, voilà. Et puis moi l'idée aussi, tu me parlais tout à l'heure aussi de développement en fait, c'est d'essayer de me rendre visible et présent dans des petits commerces en fait, un petit peu partout en Haute-Loire. Donc ça c'est un travail que je vais entamer incessamment sous peu. Donc là aussi, si vous avez un petit commerce, que vous avez envie de proposer quelques modèles de la gamme Tétine, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Ok. Très bien. Eh ben, super les gars, merci de vous être livrés, de nous avoir expliqué tout ça. On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Je sais pas. Si vous avez des trucs à rajouter. Eh ben, on pourrait refaire un jeu, non? Ça m'a bien plu ton truc. On va faire d'autres choses derrière, bien sûr, il n'y a pas de souci. C'est sur le. C'est bon, on a fait le tour? Ouais, c'est plutôt complet, je pense, au niveau descriptif de nos boîtes. Je pense aussi. Et je pense que pour Tétine, on n'a pas assez accentué ses vidéos. J'ai oublié le nom de tes vidéos, Max. De Tour Haute-Loire, là? Non, les vidéos que tu as fait en 3 épisodes. Ouais, un petit tour en Haute-Loire. Un petit tour en Haute-Loire, exactement. Et vraiment, je conseille, c'est des super vidéos qui présentent vraiment le département et qui mettent vraiment en valeur, pas spécialement Tétine, pas spécialement Motueka, mais qui mettent vraiment en valeur la Haute-Loire. Et ça, c'est Max qui a fait vraiment du bénévolat là-dessus, qui a mis des billes là-dedans au service de tout le monde. Et voilà, c'est encore ce côté local qu'on revendique et où en fait, on donne aussi de nos personnes sur certains trucs. Et là, Max a vraiment donné de sa personne. C'est gentil, ça. Trop chouette. Oui, mais tout à fait. Et puis ça peut donner des idées parce que c'est vrai que on a l'habitude de faire souvent quand même les mêmes choses.
et on a un certain regard sur ce qu'il y a autour de nous, et des fois le fait de regarder tout ça à travers une vidéo, ça peut changer notre façon de voir les choses. Oui, et tu peux redécouvrir finalement, et ça donne aussi des idées, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du Velay, etc., mais il y a le Haut-Allier aussi, où il y a des choses magnifiques avec Saint-Sulpice, Saint-Privat du Dragon, enfin des choses comme ça. Et ça peut vous donner aussi une petite idée de promenade pour le week-end qui peut être sympa, quoi, avec Trop un bien. petit parcours. Ok, excellent. Super. Super, merci beaucoup les gars. Merci à toi. Hein. Merci Bon, à toi. attendez, vous plaisantez, mais de toute façon ne dites pas au revoir parce qu'on n'a pas fini du tout. Et donc on va passer à la dernière rubrique qui est toujours la même en fait dans toutes les émissions, c'est un peu la rubrique rituelle, qui s'appelle la rubrique des 3 questions. À votre avis, elle comporte combien de questions? 5 2. Non. Ah, je sais pas. Putain, mais il pose des questions dures depuis le début. Ouais, vraiment. Là, j'ai pas. Un et demi, peut-être. J'aurais pas. Hein. C'est 4. Ah. Et il y avait quand même une petite subtilité. Elle a senti le piégeur. La première question, c'est quoi le dernier truc que tu as lu, écouté ou maté? C'est pas obligé que ce soit de la qualité, donc le dernier truc, vraiment littéralement le dernier truc. Ce que vous avez regardé hier soir. Et mon oreiller, je crois, hier soir. Ça a été vite réglé. Petite série. Ouais. Je suis pas mal dans les animes, moi aussi, en ce moment. Je vois que toi aussi, t'es un grand fan. Quelques petites connaissances. Ouais, voilà. Donc, le dernier que j'ai maté, c'était Jojo. Ah, Jojo, t'es sur quelle partie? Ah, mais c'est fini, ça y est. Ça y est? Ah, tout est réglé. Mais t'as fait... Alors, attends. C'est Stone Ocean? Oui. Ouais, ok. C'est ça. Ça va Flo, tu t'en sors? Non, pour expliquer un peu aux gens, Jojo c'est un... Bah tiens, tu dois... T'as le premier tome là de Jojo qui est là, qui trône fièrement. Jojo c'est un manga qui en gros chaque partie est indépendante les unes des autres, mais en même temps elles sont toutes reliées les unes aux autres, qui existe depuis les années 70, si je dis pas de bêtises, donc 50 ans d'existence pour Jojo, et là Stone Ocean doit être la partie 6 je pense. Ah oui, il me semble que c'est la partie 6. La partie 6 je dirais. Un truc cool qui est sorti sur Netflix. C'est ça. Il y a pas longtemps. Ouais. Donc très bien, où on suit les aventures de Jolene Joestar. Ouais, c'est ça. Il y a Jonathan, il y a Jotaro. Jotaro. Ouais. En fait, c'est Jojo, c'est toujours le fils de ou la fille de. Ça. Voilà. Et il y a Jojo dans le nom et le prénom. Voilà. Jonathan Joestar. Tout ça, coup de Jotaro. En tout cas, on salue. Bah écoute, trop bien. T'en as pensé quoi? C'était cool? Franchement, c'était pas mal. Ouais. J'avais entendu des critiques comme quoi c'était un peu efféminé, que c'était un peu particulier, et franchement, j'ai bien apprécié. Ouais, je trouve que ça fait pas trop de mal, moi. Non, les épisodes passent vite et tout, et c'est sympa. J'aime bien les combats dans Jojo, ils sont ouf, parce qu'il y a vraiment un côté de... Il faut prendre l'ascendant psychologique sur son adversaire et comprendre comment fonctionne son pouvoir pour pouvoir utiliser le sien. Ouais. Tout ce côté mindfuck est vraiment très très cool. Assez fan de Jojo aussi. Ne me sous-estime pas, ça c'est tu l'entends 15 fois, mon pauvre. Moi je partirais plus sur je vois que déjà t'as Black Sad là c'est en jeu mais bande dessinée, et moi je partirais plus sur le Roi des Ribauds de Vincent Brugéas, qui est un écrivain, enfin un artiste de BD que je trouve extraordinaire, le Roi des Ribauds qui est assez monstrueux. Là je crois que j'ai 4 tomes si je dis pas de bêtises, ou 3 tomes, j'ai un doute, mais voilà, c'est le dernier truc que j'ai lu. Ok, trop bien. C'est que j'ai relu même. BD médiéval sur le Roi des Ribauds. Et le Roi des Ribauds, c'était celui qui gérait en fait les bas-fonds de Paris, mais qui était à la fois en contact avec le roi. En fait, qui gérait un peu la basse population de la ville de Paris. Trop bien. Et super BD. Puis Brugéas, j'ai tout ce qu'il fait. Je suis un grand fanatique. T'adores ça? Ouais, exactement. Ok, trop bien. C'est quelles éditions? Tu connais le nom de la boîte d'édition, non? Je l'ai pas là sous les yeux. Je l'ai pas non plus. Ok, très bien. Mais en tout cas, le Roi des Ribauds, let's go, ça a l'air trop cool. Boîte d'édition, non, j'aurais pas. Ouais, non, je la trouve pas non plus. Écoute, Achilleos peut-être. Achilleos, je crois que c'est ça. Ouais. Ok, trop bien. En tout cas, le Roi des Ribauds. Et les dessins de Ronan Touloa,
qui sont magnifiques aussi, que j'aime tout particulièrement. Ok, trop bien. Et ben let's go. Je vais aller lire ça assez vite. C'est sorti, ça commence à sortir en 2015, donc ça a 8 ans. Il y a 5 tomes actuellement, c'est ça ? C'est ça, exactement. Ouais. Ok, c'est terminé. J'ai pas lu le 5e. D'accord, donc c'est on pour ne sait ça pas. que je me suis remis là-dedans. Et voilà, faut que je l'achète le 5e. Là. Ok, trop bien. Et ben let's go. Le Roi des Ribauds, excellent, parfait. Moi, le dernier truc que j'ai maté, c'est Balle perdue 2. C'est sur Netflix. C'est un espèce de... C'est assez particulier comme objet cinématographique. C'est produit par Netflix avec Alban Lenoir et c'est un espèce de film d'action, action bagnole, course-poursuite à la française. Ah oui. Donc il se tire la bourre en R21. D'accord. Étonnamment, ils ont rendu ça épique. Donc vraiment cool. Voilà. C'est une série ? Non, il y a 2 films. Ah, d'accord. Le premier, il est avec Ramzy. Et Alban Lenoir, qui est moi un acteur que j'aime beaucoup, joué dans HeroCorp, Kaamelott. Ah oui. Voilà. Okay. Et donc allez regarder ça, c'est pour ne pas se casser la tête. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. C'est du boom boom mais à la française. Et ça fait plaisir de voir ça et de voir qu'on est encore capable de faire des trucs en France. Ce dont je ne doute pas, mais on a eu une période d'austérité sur la production française, hors comédie qui était assez terrible. Ouais, je voulais aller voir les 3 Mousquetaires là, j'ai pas eu le temps aussi. Ouais, j'ai pas y été non plus encore, mais j'aimerais beaucoup aller voir. Il paraît que c'est vachement bien. Ouais, puis le problème c'est au cinéma là, les horaires conviennent pas du tout. C'est qu'ils le diffusent que à 17h au cinéma au Puy et du coup très compliqué d'y aller actuellement. Ils ont fait une grosse quinzaine là au cinéma entre la sortie de Donjons et Dragons qui a priori est vachement bien, le nouveau Mario qui a priori est vachement bien aussi, les 3 Mousquetaires qui a priori est vachement bien. Enfin, tu vois, il y a des moments où pendant 2 mois tu dis putain il y a rien à aller voir et d'un coup ils sortent tout, quoi. Ouais, c'est vrai. Ça me rend dingue à chaque fois, quoi. Je me dis putain ils sont ouf, quoi. Et là c'est qu'est-ce qui vient de sortir, le 3e le volet numéro 3 du Gardien de la Galaxie aussi. Ah ouais. Je me suis un peu perdu moi en Marvel, j'ai complètement lâché l'affaire après Thanos. Ok. En fait. J'ai regardé Doctor Strange et Spider-Man, mais vraiment... Le Gardien de la Galaxie, je trouve ça cool avec le côté second degré qui est vraiment omniprésent. Puis le côté un peu space opéra qui est quand même super agréable, quoi. Ouais, c'est un délire, c'est vraiment une orbite un peu au milieu de plein de choses, donc je trouve ça sympa. Je suis d'accord. Le premier était vraiment rafraîchissant. Ouais, j'avais trippé quand il était sorti, je m'étais dit waouh, mais en fait... C'est trop bien, ça me fait penser un peu à Dune. Là, il y a le deuxième volet, la date a été annoncée. Tu vois, c'est des énormes blockbusters, mais en fait, t'as l'impression qu'ils ont rien à foutre là. Enfin, ils sont un peu ils dénotent un petit peu avec le paysage et je trouve que c'est bien. Ça me rappelle un peu le premier Shrek, les choses comme ça, ou des trucs qui sortent de nulle part, exactement, et qu'on n'attend pas, qu'on n'a jamais vu, et c'est assez cool d'avoir du renouveau, du 109. Ouais. Carrément. La deuxième question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Moi personnellement aujourd'hui. Ouais. Oui. Ouais, l'enregistrement du podcast. La première fois que je fais un podcast, donc du coup voilà. Après, si on veut rentrer dans les détails, moi il y a pratiquement tous les jours où je fais quelque chose pour la première fois. Donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être il y a quelque temps boire un rhum aux épices, enfin au piment. Yes. T'as déjà fait ça? T'as déjà goûté? Ouais, j'ai déjà fait chez un mec. Tu sais quoi? Ça déglingue, ça. C'est marrant parce que c'est une super anecdote. Le mec, tu sais tout. J'étais jeune, je devais avoir 17-18 ans et tout. Et eux, ils avaient genre 25-26 ans. Ils étaient en coloc de 3 mecs, tu vois. Donc ça faisait bien la brinque, tu vois. Et j'arrive là-bas tout timidou et tout. Et ils nous disent, c'était un pote à nous qui nous avait amené. On arrivait à 4, ils nous disent, bah ici, il y a une tradition. Quand t'arrives ici, tu bois ça, tu sais. Ouais. C'était un shot avec rhum arrangé, piment. Ça s'appelle un ferme ta gueule. Normalement, tu bois ça, tu fermes ta gueule pendant 10 minutes. Et effectivement, ça portait vachement bien son nom. Ouais. Donc ouais, c'est assez terrible, ça, rhum arrangé, piment. Ça m'a laissé un souvenir assez amer dans la gorge. Ouais, c'est costaud. Hein. Mais bon, voilà, l'idée, elle est là, en fait, finalement, pour moi. C'est d'essayer de toujours faire quelque chose de nouveau. En plus, moi, je suis quelqu'un d'assez curieux. Donc, il y a généralement souvent quelque chose que je fais pour la première fois. Ouais. Ça peut être aussi des choses, voilà, si on veut vraiment rentrer dans quelque chose un peu culturel, un peu concret, un peu sportif. Enfin, c'est le Lugic Park au Mézin, je l'ai fait. J'avais jamais fait de luge d'été. Je l'ai fait il y a pas si longtemps avec mes filles et c'est régal, ça. Et ma femme, et c'était super. Ouais, quoi. Je le conseille vraiment. Franchement, c'est une bonne sensation. Hein. Ouais, mais tu vois, tu dis, moi je fais des trucs pour la première fois tous les jours. Il y a beaucoup de gens, tu vois, quand ils arrivent à cette question, qui sont un petit peu bloqués. Nous, sur les gens qu'on a reçus, t'en as beaucoup qui sont en mode, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait un truc pour la première fois, parce qu'en fait on n'a pas
ce réflexe-là, tu vois, et pas développer de se dire ah putain, je suis en train de kiffer parce que je fais un truc pour la première fois. Ouais. Je pense que la consommation du nombre d'activités, de sensations, de rencontres, de tout ça, il est tellement grand aujourd'hui que du coup, on a banalisé la découverte de ces choses-là et aussi de prendre le temps en fait de les savourer, ce qui est un peu dommage. C'est ça, et puis on a tendance à se dire que quelque chose que j'ai fait pour la première fois, on essaye de trouver quelque chose de grandiose. Du sensationnel. Du sensationnel en fait, c'est ça, hein, alors que les petites choses font le tout en fait, hein, donc il faut savoir les apprécier et mettre le doigt dessus. Ouais. Toi Flo, la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Là il y en aurait deux. La première là, liée à la brasserie, c'est on a fait une bière barriquée, donc vieillie en fût de whisky. Okay. Donc on a récupéré un whisky à la distillerie des Buges à Espali. Ça a des chevaux ça du coup? Ouais, ça gagne quelques chevaux, donc c'est ma bière la Maori, la Stout, qu'on a fait vieillir 3 mois en fût de whisky. Le fût de whisky était vidé le jour même et nous on l'a rempli directement. 3 mois de vieillissement, ce qui apporte un côté c'est ma stout, c'est ma bière noire qui a un peu le goût de café. Ouais. Et là on a ce côté Irish coffee qui va ressortir un peu. Trop bien. C'est vraiment vraiment appréciable et pas trop fort non plus. Stylé. Au niveau gustatif. Et après la deuxième, c'est je suis devenu intervenant sur une école brassicole. Allez. Donc sur Lyon. Et encore l'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, l'abus d'alcool est dangereux beaucoup. pour la santé, même à l'école du coup. Ouais, même à l'école, tout à fait. Et je suis devenu intervenant là pour une école de zytologie. Ok. Zytologie, c'est les œnologues de la bière ou les biérologues. Ok. Voilà, et j'avais 32 heures de cours à faire avec eux sur la partie fabrication de la bière en théorie, qui est le monde de la bière. Et j'avais un super groupe d'une 15aine de personnes là. C'était vraiment un très bel échange et je l'ai vraiment apprécié. Ça demandait... et puis là, tu dois toucher des passionnés quoi. Alors, quand tu rentres dans ce genre d'école, c'est pas. Exactement, pas le tout venant quoi. T'avais du brasseur et du caviste principalement, un malteur, enfin du monde qui gravite autour de la bière. Trop bien. Mais ultra intéressant, beaucoup d'échanges et même en donnant, en fait, en faisant cette intervention, j'ai beaucoup appris aussi. Donc c'est vraiment de l'échange permanent et j'ai vraiment apprécié ce côté de professeur, on va dire, plus d'un même à moitié animateur parce qu'en fait on anime, on échange. Donc c'était vraiment une très belle découverte et j'avais jamais fait ça et je pense que si je peux le refaire, je le referai aussi de temps en temps si le temps me le permet. Et en fait l'hiver j'ai un peu plus de temps avec la brasserie, ce qui me permet de faire des choses comme ça, donc c'est vraiment cool. Moi je trouve ce qui est vraiment intéressant tu sais, quand tu te mets dans une position de transmission d'un savoir ou d'un savoir-faire ou de un petit peu tout, à partir du moment où tu essaies de transmettre quelque chose comme ça à des gens ou à un groupe, en fait ça t'oblige à conceptualiser ce que tu fais mécaniquement. Tu vois, donc tout ce que t'as pas réfléchi de comment est-ce que t'en arrives à le faire, c'était quoi ton chemin de pensée pour arriver à avoir cette pratique-là aujourd'hui, des trucs que tu réfléchis pas parce que tu l'as fait à force du temps ou à force d'usure d'essais. Et du coup, de devoir le transmettre, en fait, ça te permet de faire un retour en arrière sur, tu vois, comment est-ce que t'en arrives à penser ça. Et je trouve ça toujours super intéressant parce que ça te permet, en fait, de mieux connaître la façon dont tu fonctionnes et aussi la façon dont tu fais les choses. Et tu vois, ces mécanismes de pensée qui sont trop souvent, tu vois, qu'on oublie de mettre en avant ou en tout cas de réfléchir parce qu'on rentre sur, typiquement, toi, sur un métier qui est quand même plus ou moins manuel, quoi qu'il en soit, où on peut se dire, en fait, il n'y a pas forcément de réflexion, il n'y a pas forcément en fait, si, il y en a, mais du coup, elle est cachée par le résultat, par tout le reste, et du coup la transmission elle permet aussi de revenir en arrière là-dessus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Tu m'avais raconté un truc comme ça une fois où j'étais passé de voir, où tu m'expliquais que t'avais un nouveau gars qui est arrivé, que tu lui avais expliqué le chemin, tu sais, alors c'était peut-être pas le chemin de la bière, mais tu sais, tes tuyaux, comment ils fonctionnaient, où le mec, et où du coup t'avais été obligé toi de réfléchir à comment t'avais monté le truc, tu vois, et je trouve que c'est intéressant quand t'es en transmission. Ouais, puis on se repose des questions exactement de pourquoi on fait ça, et là je me suis même remis dans des bouquins que j'avais lus il y a 5-10 ans pour apprendre des termes, alors que pour moi c'était complètement acquis, mais pour le retransmettre, faut se remettre dedans, quoi. Ouais, carrément. Mais ça c'est trop bien, ok. Parfait. Moi j'ai fait un truc qui est génial. Enfin, vous avez des gamins, donc peut-être que vous avez fait ce truc-là. Ça s'appelle un bain d'émotion. Tu sais, c'est un bain que tu fais avec une nana qui, quand le bébé vient juste de naître, elle le masse un petit peu. Tu vois, il y a un truc sur un bain à 37 degrés avec vraiment C'était particulier parce que t'as vraiment un espace de rencontre avec ton bébé, un espace d'interaction, ce qui est dur au début parce que t'as l'impression qu'ils font que pleurer, dormir, manger. Et justement avec ce truc-là,
Moi, c'est vraiment une des premières fois où j'ai pu percevoir pleinement les émotions du bébé, son ressenti de tout ça. J'avais trouvé ça vachement chouette. Un rapprochement imminent en fait avec ton enfant aussi sur ces moments-là. Et puis t'es en phase quoi avec lui, il est bien, toi t'es bien. Enfin, c'est un truc hyper particulier, mais que je conseille à tous les jeunes parents, écoutez, de le faire. C'est un bain d'émotions et vraiment avec les petits bébés, c'est un régal. Là, ça me rappelle la micro-kiné qui s'est occupée de ma fille. Et en fait, c'est pas du tout de la kiné, c'est totalement différent. Et en fait, à travers en manipulant ton enfant, elle va arriver à faire parler le corps de ton enfant sur ton vécu à toi. Voilà, c'est-à-dire, elle va toucher l'épaule de ma fille, par exemple, elle va dire là, il y a quelque chose sur l'épaule, chez le père, il s'est passé un truc, effectivement, moi j'ai passif sur une épaule. Ils arrivent à le définir dans le temps, alors fort. que toi, t'es en face, tu connais pas la personne, et elle arrive à te définir des choses. Moi, elle m'a dit, il y a eu un trauma crânien entre vos 8 et vos 10 ans. Effectivement, je suis tombé sur une plaque de verglas étant petit et je m'attendais pas du tout à ça. C'était une et puis surtout parce qu'elle puisse le rendre comme ça, c'est étonnant. La paternité, ça vient quand même raviver un truc, tu vois, chez les personnes qui c'est quand même troublant. Hein. C'est vraiment une expérience. On a beau te le raconter, tu sais, tout autant que tu veux. En fait, c'est tant que tu es pas dedans, en fait, tu te rends pas compte de la mesure de ce truc-là, quoi. C'est impossible à imaginer. Ouais, puis ça a évolué. Hein. J'ai l'impression que le papa 2.0 de 2023, j'ai l'impression qu'il est quand même différent du papa d'il y a 20 ou 30 ans. Il se sent beaucoup plus investi par rapport à son enfant. Ils se sont beaucoup plus... alors, pas responsable, parce que moi, mes parents, mon père était responsable. Mais il y a une autre forme d'implication. Une autre forme d'implication, et même au niveau des sentiments, j'ai l'impression. Moi, quand je regarde autour de moi, tous les potes qui ont des enfants, on sent qu'ils sont très très câlins, très proches, où les sentiments ressortent beaucoup plus vite, les mots doux aussi en fait. Est-ce que c'est pas plus la masculinité ou voire la virilité même, j'ai envie de dire, qui a évolué, tu vois? Je pense que si aussi. C'est-à-dire que avant, enfin il y a 60 ans, peut-être un peu loin, tu vois, mais dire que t'étais un mec, t'avais pas besoin d'avoir des sentiments, tu vois, t'avais besoin de bosser, d'assumer les trucs, tu vois, et t'avais pas forcément ni ce besoin ni cet espace-là aussi de s'épanouir émotionnellement, un truc qui existe vachement plus aujourd'hui. Et du coup, forcément, puisque t'es épanoui de ce côté-là, ça te permet de rentrer en résonance de manière complètement différente. Après, t'as aussi, je pense, le fait que les femmes aussi travaillent, tu vois. Aussi. Ce qui n'existait pas forcément avant. Il y a 50 ans. Quand tu vois le boulot que c'est un bébé la nuit, que ça se réveille toutes les 3 heures, que ça met 1 heure pour s'endormir, en fait, tu peux pas dormir si t'es obligé d'alterner pour être à minima reposé. Tout à fait. Je pense la disposition en fait de la famille a évolué plus que la place du père. Mais bien sûr, sa place au sein de la famille, ne serait-ce dans les tâches ménagères, dans son implication dans la maison, etc., fait que les papas sont aussi plus présents à la maison et du coup plus proches de leur enfant, sûrement. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce qui est vachement cool. Faudra faire venir une psychologue. Ouais, mais on fera. Je vais essayer de faire un épisode spécial paternité, tu vois, avec prendre plusieurs profils de papa, tu vois, des gens qui ont des enfants depuis un petit peu longtemps, des gens qui en ont plusieurs, des gens qui en ont qu'un, des gens qui sont jeunes papas, tu vois, essayer de, tu vois, confronter un peu tout ça, de sympa, voir. Ouais. Puis c'est mine de rien assez peu parlé, en fait. C'est vrai. Je trouve. Enfin, trop peu à mon goût. On parle beaucoup des mamans, Et je noterai quand même, on remerciera la France quand même de nous permettre d'avoir 25 jours de congé paternité maintenant. Je trouve qu'avant, il y avait quoi? Je crois que c'était 10-15 jours. Ouais, 14. 14 c'était limite. Maintenant, non, 20, mais c'est pas suffisant. 20-25, c'est vraiment cool. Déjà pour voir son bébé, aider sa femme qui sort d'un accouchement, ce qui est pas simple. Et je trouve ça vraiment, c'est une très très belle loi qui a évolué il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est juillet 2021. Ouais, donc c'est tout récent et ça, on fait quelques bonnes choses des fois en France et ça, c'était une très belle évolution. Ouais, mais t'imagines quand t'as que 2 semaines de congé pater, tu vois. Moi, je vois, nous, on est resté 10 jours à la maternité. Alors, on est resté très longtemps à la maternité. Mais ça voudrait dire que 4 jours après qu'on soit rentré, il aurait fallu que je rattaque le boulot. Terminé, Non, mais comment tu veux trouver un rythme, comment tu veux trouver une place, comment tu veux trouver une organisation, c'est pas... Et puis tu rentres le soir du boulot, tu peux te claquer, pour épauler madame la nuit, c'est plus compliqué, c'est ça. C'est chaud. Non, c'est sûr que... C'est une très très belle évolution, ça. Puis il faut prendre le temps de construire ce truc-là et de construire sa famille, je pense. Donc voilà, la première fois chez cette dame au bain d'émotion, c'était au pôle de santé intermodal pour les gens qui recherchent. Madame Portal, je crois. Est-ce que vous avez une recommandation culturelle, les gars, pour nos invités, c'est-à-dire un truc que vous auriez envie qu'ils découvrent parce que ça vous paraît important, parce que vous trouvez ça cool, parce que... Il y en a tellement. Ouais.
Bah ouais, j'imagine bien, mais du coup, s'il fallait en choisir parmi une, là aussi, on parlera d'une première expérience, d'une première fois, mais il faut aller voir Terre de Géant. Ah ouais. On en a déjà parlé dans ce podcast. T'en prends plein les yeux, ouais, vraiment. Ça a été bien développé, hein, et puis c'est vraiment fait comme il faut. Enfin. Moi, je le conseille justement, même avec les enfants. Il ne faut pas qu'ils soient trop petits non plus. Ouais. Mais à partir de 6-7 ans, déjà, là, c'est super sympa. C'est une bonne expérience. D'accord. C'est à découvrir, quoi. Moi, j'en aurais deux. J'aurais le Lâcher de Montgolfière de Polignac. Yes. Qui est assez monstrueux. Je trouve chaque année, gamin, je me souviens dans la cour d'école, regarder ça avec des yeux, mais être comme un fou. Et le deuxième, c'est donc le week-end du 13 mai, si je dis pas de bêtises, le festival Buena Onda. À Sansac-l'Église, à côté de Loud. Très bien. Voilà, avec la Cumbia Boruca en tête d'affiche. Okay. Donc la Cumbia, très très sympa. Je pourrais pas y mettre les pieds cette année, mais vraiment, je recommande. C'est des très très bons moments avec des bénévoles qui sont vraiment impliqués au top. Okay. Voilà, faites attention si vous voulez y aller de bien réserver vos places parce que la salle est pas non plus illimitée. C'est en intérieur. Ouais, parce que pour la nuit, pour les températures, on sait jamais. C'est un peu tôt pour faire la pluie, tout ça. Donc il y a le festival en extérieur, mais je crois que le concert est en intérieur. D'accord. On a les copains de la petite ville qui jouent là-bas, qui sont déjà passés dans le podcast. N'hésitez pas à aller les voir. Effectivement. Et festival très abordable aussi financièrement. Ok, voilà. trop bien. Vraiment cool avec village d'artisans. Oui, c'est ça, l'après-midi, il y a des trucs et tout. Tu peux y aller un peu en famille et tout. Ça peut être grave cool, quoi. Je sais pas s'il n'y a pas un petit concours de pétanque, quoi. Je sais pas ce qu'il y a le samedi après, mais il y a un truc où on peut tous y aller, participer, donc c'est cool. Ok, let's go. Moi, je vais parler de l'expo qui vient d'arriver au Puy-en-Velay, les autoportraits là, tous les portraits qui sont arrivés, notamment le Van Gogh, qui est du coup, ça reste quand même une chance d'avoir ce truc là au Puy-en-Velay, de pouvoir aller le voir. Donc moi j'encourage tout le monde à y aller parce que plus il y a de monde qui vont y aller, et plus ils vont nous proposer ce genre de choses, et mieux ce sera. Carrément. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est au musée. Donc voilà, pas de souci, il faut aller là. Le musée Crozatier, faut aller voir ça. On aurait pu parler des Nuits de Saint-Jacques aussi, mais bon, ils ne le refont pas cette année. C'est bien dommage parce que c'est un super festival. C'est top. Avec des artistes, des super artistes, quoi. C'est l'avantage d'avoir aussi. Après, l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est un festival en centre-ville, donc. Ça fait du bruit. C'est pas que ça fait du bruit, mais c'est que ça rameute du monde. En même temps, il n'y a pas la place pour tout le monde que ça veut rameuter. Aussi. Tu vois, c'est plus ça le problème. Ouais. C'est que du coup, le fait que ce soit en centre-ville, les gens ils y vont à pied, tu vois, où tu gardes ta bagnole, c'est facile d'accès, machin. Le problème, c'est que c'est tellement facile d'accès que du coup, il n'y a pas assez de place. Bon, c'est comme ça. À voir pour 2024. Exactement, en espérant que ça revienne. Ouais, c'était très cool. Effectivement. La petite question bonus, il y a toujours une petite question bonus en fait à la fin de l'émission. Là, je voulais vous demander, c'est quoi vous, s'il y avait un jeu télé que vous aimeriez voir revenir, ce serait quoi ? J'ai vu une rumeur qui parlait d'un jeu et du coup ça m'a donné envie de vous poser cette question. Alors moi il y en a un qui me vient tout de suite en tête, sans réfléchir là, tu vois. Et c'est peut-être. Je pense que c'est ça. Je sais pas. Moi, c'était le Big Deal. Ouais, c'est ça. Pareil, c'est le premier truc qui m'a. On est tous d'accord. Je sais pas pourquoi. Mais le Big Deal, quoi. Parce que c'était très simple comme jeu et à la fois c'était vivant, c'était avec quelqu'un qui gagnait un petit truc. Enfin, c'était vraiment. Ouais, puis c'était incroyable, quoi. C'est ça. C'était vraiment bien. Et comme il y a des rumeurs comme quoi le Big Deal serait peut-être en repréparation avec Bill, l'extraterrestre bleu qu'on adore tellement. Moi aussi c'était le Big Deal, quoi, voilà. Forcément. On a tous rêvé gamin de faire ces jeux-là, d'être dedans et de faire tous les jeux qu'ils proposaient. Et c'est pour ça qu'on y pense aussi, parce qu'il y a un côté nostalgique, ça rappelle aussi notre enfance. Carrément. Puis c'était autre chose, la télé, c'était d'autres programmes. C'était vraiment vivant, quoi. Ah, vraiment. Tu vois, dans le même style, c'était quoi l'émission de musique qu'il y avait les dimanches matins là, c'était quoi le Hit Machine ? Le Hit Machine, le Hit Machine qui était légendaire parce qu'à l'école il y avait pas, à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'on peut voir, on n'avait pas de YouTube. Celui qui avait MTV, c'était un dieu dans les copains, on allait chez lui pour regarder MTV, on n'avait pas accès à tout ça. Et en fait, c'était le seul moment où on pouvait écouter de la musique. Tu pouvais regarder des clips, voir des clips, voir des nouveaux artistes. Et c'était le seul moment de la semaine où il y avait une accessibilité gratuite. Il y avait des bons artistes qui venaient en plus se produire et tout. C'était assez incroyable avec Charlie et Lulu. Exactement, le sacré duo et leur fameuse musique. Je l'ai plus en tête là de Charlie et Lulu, qui était assez. C'est incroyable.
Ouais, le Hit Machine, excellent, effectivement. Vous en regardez encore? Vous regardez un peu la télé, vous, aujourd'hui, ou très peu? Très peu, ouais, parce que quand tu allumes la télé, de toute façon, il y a souvent des mauvaises nouvelles, c'est souvent des trucs un peu, ou alors beaucoup de télé-réalité. Ouais. Là encore, chacun fait ce qu'il veut, et à un moment donné, c'est bien de déconnecter devant un divertissement sans trop réfléchir. Moi, c'est pas mon truc, ça. Non, pour moi, la télé, c'est vidé, il n'y a plus rien, il y a pas grand chose d'intéressant. Après, il y a toujours les Arte, les France 5, les choses comme ça qui font du documentaire ou des choses vraiment intéressantes, mais puis on a une telle accessibilité à l'information que maintenant on peut le faire nous-mêmes avec toutes les plateformes de streaming, avec YouTube, des choses comme ça. Et après, il y a aussi là, en sans gros, pub. tout dépend. Maintenant, ouais, faut pas le dire trop vite. Et après, il y a un gros bémol aussi pour moi, là, c'est l'évolution des films à 21h15 le soir. Ah oui. Gamin, je me souviens, c'était 20h30 le début des films, et ça, on parle il y a même pas 20 ans. 21h, c'était déjà très tard, et maintenant, je vois des 21h20. Non, mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que ton film il attaque à 21h20, il dure 1h30, t'as 20 minutes de pub au milieu, donc t'es couché à 23h30. Tu vois, c'est la fin du film. Fin du film, 23h30. Donc le temps que t'ailles te brosser les dents, que tu te mettes en pyjama, que tu te poses dans ton lit, que tu t'endormes, il est déjà minuit, tu te lèves à 7h du mat, t'es niqué, quoi. Donc ça, c'est n'importe quoi au niveau de toujours mettre plus de pub, et voilà, c'est un contenu qui dégrade la télévision. C'est terrible, parce que c'est à cause de Cyril Hanouna qu'on en est là. Ouais. C'est quand même... Ouais, parce qu'en fait, le mec... il tirait sur les audiences, machin, il arrivait jamais à finir à l'heure sans touche pas à mon poste, tu vois. Donc au début, il a décalé de 5 minutes, tu vois. Et les mecs, du coup, vu que les gens ils perdaient 2 millions de parts de marché, donc du coup, ils ont décalé jusqu'à la fin de touche pas à mon poste, tu vois. Ah, mais d'accord. Et donc du coup, lui, pareil, il arrivait pas à finir, donc il a continué à grappiller, et en fait, ça a décalé l'heure. Ah ouais. T'imagines, c'est quand même pas un truc de fou, quoi. D'arriver à faire changer des habitudes de consommation de tout un pays, juste. Parce je trouve ça, c'est dingue. Enfin, parce que les gens qui regardaient pas mon poste ne pouvaient pas consommer la pub sur les autres chaînes. Et puis ils pouvaient pas regarder le film du début. Ouais. Donc du coup, ils regardaient autre chose, tu vois. Et ben ils regardaient le film qui passait, qui pouvait avoir du début, qui était derrière. Tu vois. Donc c'est quand même assez dingo, quoi. Ok, ouais, je pose aussi un peu cette question parce que je réfléchis à est-ce que c'est possible de mettre en place des jeux télé sur Internet. Enfin, tu sais, ce format jeu télé sur Internet, vous avez des idées de choses qui se passent un peu comme ça, vous? Dans quel sens? Je sais pas. C'est vraiment, c'est aussi l'idée qui vient derrière, en fait, moi je réfléchis à, tiens, est-ce que ça peut être marrant de proposer, je sais pas moi, un format vidéo avec un jeu un peu à la Burger Quiz, tu vois? Est-ce que c'est des choses comme ça qui vous touchent? Pas du tout, vous êtes consommateur? Quelque chose un peu interactif comme ça. Je dirais que j'ai fait ce type de jeu pendant le Covid. Ouais. C'était des soirées avec des potes, à faire une soirée poker, à faire une soirée jeu, et avec des jeux en ligne, tout type de jeu. Ça peut être un jeu de société, ça peut être n'importe quel jeu, ça pourrait être un burger quiz un burger quiz en ligne. Il y a plein de jeux possibles, je pense, en ligne. Et puis il y a vraiment une demande puisque les gens maintenant le soir. Et ils ont poncé les plateformes de streaming, et avant c'était à la mode, et maintenant si on regarde, les gens ce soir ne font plus grand chose. Donc ça pourrait être des activités un peu avec du partage. Je pense que ça pourrait vraiment se développer, ça. Je sais pas, c'est des idées comme ça que j'ai. En fait, je réfléchis parce que je vois un peu Popcorn par exemple qui propose des jeux. Tu connais Popcorn? Ça me parle, oui, mais c'est une émission sur Twitch qui est suivie par pas mal de monde, et en fait c'est tous les mardis, et à la fin ils font un jeu, tu vois, tous ensemble sur le plateau, en interaction avec le chat et tout. Ah oui. Et ça marche bien. Non, je vois pas du tout en fait. Ouais, bah ça marche bien. Et tu vois, c'est pour ça que je réfléchis à plein de choses, et c'est vrai que tu vois, moi je suis un peu comme ça, tu sais, j'ai une idée qui en entraîne une autre, qui me fait penser à un autre truc, donc c'est pour ça que j'en viens là. Mais ok, très bien. Super les gars, Max Tetchen qu'on peut retrouver donc au Petit Pono sur internet, tetchen.com. Voilà. Motueka.com, pareil, on peut retrouver la brasserie Richard en sac, et puis dans la plupart des cavistes du Velay. Exactement. Voilà, je vous remercie de votre attention et d'avoir participé aussi activement. C'était très cool. À ce podcast, ça vous a plu? Vraiment. Ouais, vraiment sympa, Une très belle découverte. Très bien, et puis voilà quoi, c'est la fin de cette émission, encore une fois autant couleur. On se retrouve donc sur toutes les plateformes de streaming audio, Spotify, Deezer, tout ce qui finit par musique ou par podcast. On se retrouve sur YouTube, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, Twitter, Facebook, et puis voilà quoi, sur FM43 tous les mardis à partir de 16h. On espère que vous avez apprécié l'émission. N'hésitez pas à en parler autour de vous. D'ici là, on se retrouve jeudi prochain à 6h du mat pour une nouvelle émission. Des bisous, on vous embrasse, et merci encore à nos deux invités de la journée.